j'ai filmé avec la caméra dégueulasse 720p de mon iPad, même des fois vautré sur mon lit, à plat ventre. Vraiment la vidéo la plus simple que tu puisses faire au monde. Et en fait, ça a bien marché. Sur ma chaîne, j'analyse des entrepreneurs US connus. Et un jour, j'ai inventé un faux gourou. Et c'est un mec qui n'existe pas. Une vue de short, ça peut être juste le petit Jean Célestin qui scrolle sur les chiottes et il a vu ta vidéo 7 secondes, c'est bon, ça fait une vue. J'ai fait un short par jour, ça a fait 41 millions de vues sur le premier mois. Je sentais une espèce d'euphorie, comme si je prenais de la coke. J'ai des vidéos, c'est un loom où je filme mon écran, c'est avec la webcam de l'ordi dégueulasse. J'ai au micro du MacBook et pourtant ça fait 1000 vues, 2000 vues, 3000 vues. C'est des vidéos qui m'ont rapporté des clients. Ils s'apprêtent à lancer leur chaîne YouTube et ils travaillent 2 mois sur une méga vidéo. Ils ont tout soigné aux petits oignons, ils publient la vidéo, 50 vues. Baptiste, tu me disais que tu préparais un spectacle de stand-up dans le cadre d'un défi de création de Ouais. contenu que tu te lances. Qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, tu vois, moi je suis passionné de plein de trucs et je me suis dit comment je peux faire de la création de contenu au service de ces passions-là. Et je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que chaque mois, je vais prendre une passion que j'ai jamais pris le temps de creuser et je vais me lancer un défi dedans. Et je vais tout documenter dans une vidéo YouTube. Donc là, ce mois-ci, c'est sur l'humour. Donc le défi, c'est j'ai 30 jours pour faire un spectacle de stand-up de zéro. En gros, c'est ça le concept. Et je vlog tout, quoi, tu vois. C'est-à-dire que je vais vloguer quand je vais aller faire des blagues à des gens dans la rue au début pour m'entraîner. Je vais vloguer quand je vais aller chercher un mentor. Donc là, en l'occurrence, c'est un humoriste qui s'appelle Franjo, donc qui explose tout un peu là sur les réseaux en ce moment, qui m'a accordé un moment en fait pour me faire des feedbacks sur mon truc. Et je vais filmer la représentation finale, tu vois, et en faire du coup du contenu. Waouh. Et je fais ça tous les mois. Donc là, c'est l'humour. Le mois prochain, ce sera la magie. Le mois d'après, ce sera faire un dessin animé. Enfin voilà, c'est des trucs comme ça. Voilà, des nouvelles un peu manières de créer du contenu que je suis en train d'explorer en ce moment, quoi. Juste, est-ce que tu m'entends bien? J'ai oublié de checker le micro. Ouais, je t'entends bien, ouais. Parce que c'est un nouveau micro, c'est pour ça. Ah, j'ai Et le même. bah ouais, c'est le même que toi. Est-ce que attends, parce que moi, si je le mets si je le mets devant, voilà à quoi ressemble mon écran. C'est pas terrible. Il faut que je trouve un moyen. Attends, ça démarre fort là. Ok, du coup, ouais, je connais en plus, je connais sa chaîne YouTube de Franjo et je trouve que Ouais. c'est très drôle. Du coup, il va te coacher dans ce défi, c'est ça? En fait, j'ai préparé un 5 minutes à faire dans un comedy club et je l'ai joué devant lui et il me l'a roasté. Et il m'a dit, ça, Ah, tu peux ok, améliorer, machin, ça, c'est cool, ça, c'est nul, enfin, tu vois? Et il me l'a ouais. roasté. Et après, il m'a donné des conseils. Je lui ai demandé, voilà, comment réussir dans l'humour, qu'est-ce qu'il faut que je sache avant de ma première scène, des trucs comme ça. Il m'a partagé son expérience et c'était trop bien. Tu Et ouais, faisais un peu déjà avant ça ou vraiment tu commences de zéro? humour de 0-0. À chaque fois, je prends quand même une discipline où j'ai une appétence ou quand même une facilité. Humour, pour le coup, ça me challenge beaucoup. Mais dans les autres que je t'ai cités, genre magie, dessin et tout, c'est des trucs que j'ai quand même déjà, j'ai déjà des bases, quoi, tu vois? Du coup, est-ce que tu peux nous faire un petit peu très rapidement ton parcours? Comment t'es arrivé dans le business en ligne et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, avec plaisir. Écoute, moi, mon parcours, c'est, je suis parti dans une voie un peu traditionnelle. Moi, j'étais passionné de vidéo quand j'étais petit. J'en faisais avec mes frères, mes potes et tout, tous les week-ends. Mais bon, je voyais pas trop le truc, d'en faire mon taf. Enfin, je savais pas que c'était possible, en fait. Donc je me suis retrouvé, ingénieur. Donc je suis parti en voie, grande école et tout. Par des passerelles, j'ai réussi à arriver dans une grande école. Donc ça s'appelle Centrale Supélec en France. C'est une des grosses écoles d'ingé. Et ça a été vraiment la désillusion de, un peu OK, je pensais, tu vois, que j'étais sur le bon chemin parce que, tout le monde me disait que c'était bien, mais en fin de compte, je détestais, ça, quoi. Donc je faisais ça en alternance dans des boîtes et franchement, j'ai découvert ce métier-là. Je me suis dit: je vais pas on va pas faire ça». Du coup, j'ai commencé à poncer, YouTube, à la création de contenu, à me former, un peu autodidacte, quoi. Et arrivé le confinement, je me suis enfermé, 2 mois, j'ai produit des vidéos pendant 2 mois. J'étais chez mes parents, je faisais pas les courses, je faisais rien, du coup, c'était royal, quoi. Hem et à force de poster, 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 juste parce que ça me passionnait, tu as des gens dans mon entourage, qui m'ont contacté pour dire: «Est-ce que tu peux me faire une vidéo? Est-ce que machin?» et tout. Et j'ai eu mon premier client, en fait, qui m'a fait un peu un déclic dans le cerveau, tu vois? Quand j'ai reçu le premier virement, en échange de faire une vidéo, c'est Mmh. devenu un peu réel dans ma tête, en fait, on peut vivre d'autre chose, quoi.
on peut vivre d'autres choses. Donc ça, c'était en 2020, et après je me suis lancé en freelance. J'ai commencé à poncer davantage le game un petit peu en ligne, business en ligne, à m'y intéresser, à me former, voilà, acheter des formations à droite à gauche, et à avoir des clients dans cette industrie-là. Et donc maintenant, j'ai une agence, YouTube. Donc en gros, on aide des business en ligne à développer une audience de clients sur YouTube, et je le fais aussi pour moi aussi puisque les clients de mon agence, souvent, ils me découvrent par, ma chaîne YouTube, et on les aide, soit en les conseillant sur leur stratégie, soit en faisant les vidéos pour eux. Et voilà, on l'a OK, fait, pour, pas mal de monde, ces dernières années, peut-être entre 50 et 100 boîtes peut-être qu'on a aidé, sur ça, quoi. OK, super. Et tu as aussi ta propre, chaîne YouTube, donc c'est ce que tu Ouais. utilises aujourd'hui pour, trouver des clients principalement? Ouais, en fait, j'ai 2 chaînes YouTube, en fait. J'en ai une, qui est vraiment dans la niche, business marketing. Donc elle, c'est vraiment une chaîne, de niche, où l'idée, c'est d'avoir une audience, très avancée, tu vois? Les gens qui regardent, ça va être des chefs d'entreprise, du digital ou enfin, des business en ligne, quoi. Où là, je vais, en fait, prendre les meilleures stratégies YouTube d'entrepreneurs US, par exemple, les décortiquer, les analyser et donner des tips sur, bah, comment nous, on peut s'en servir pour faire nos propres stratégies. C'est d'ici que me découvrent les mes clients, et j'ai une deuxième chaîne où là, c'est plus, bah, pour les défis, dont je parlais tout à l'heure. Un peu plus grand public, pour le fun, quoi. Ouais, j'ai Donc vu ta chaîne, c'est surtout des vidéos, d'analyse où tu vas, disons, capter l'autorité d'un entrepreneur connu, ouais, décortiquer sa stratégie et on voit que tu as vraiment, il y a vraiment une stratégie intentionnelle. Tu as vraiment, décortiqué tout. Il y a un style précis avec des couleurs, particulières qui restent les mêmes d'une vidéo à l'autre. ouais. Ça fait combien de temps que tu as lancé la chaîne là? Ça fait 2 ans que je poste dessus, toutes les semaines, à part ces derniers mois où j'étais un peu plus en mode, chill parce que je lançais l'autre, mais ouais, 2 ans. Depuis janvier 2024, ou février peut-être, j'en poste une par semaine, depuis 2 ans, ouais. Moi, j'étais tombé, je crois, sur ta chaîne avec, la vidéo sur, Alex Hormozy, si je dis pas de bêtises, il Ouais, me semble que tu OK. en avais fait une. Ouais. J'aimerais bien, qu'on parle un peu de ton processus créatif. Est-ce que déjà tes vidéos, tu les scriptes de A à Z ou c'est plus de la semi-improvisation? Moi, j'ai 2 modes opératoires. J'ai le mode opératoire, étudiant un peu, tu vois? Donc par exemple, sur une analyse, comme celle d'Alex Hormozy que tu évoquais, c'est plutôt, je vais étudier ce gars-là pour comprendre comment il a fait et là, je vais tout scripter et en fait, ma vidéo presque, tu vois, c'est presque une fiche révision, que je fais pour moi-même, quoi, tu vois? C'est plus Ouais. genre, je fais de la veille sur mon truc, je me forme et je scripte du coup et là, pour le coup, je scripte à fond. Soit j'ai le mode opératoire, plus «professeur» entre gros guillemets, où là, c'est plutôt, OK, je vais restituer un retour d'expérience que j'ai vécu et là, je fais juste des bullet points et je parle de ce que j'ai vécu, tu vois? Mmh. Donc si je te prends l'exemple, j'analyse, Alex Hormozy, par exemple. J'analyse la stratégie, YouTube de, Stan Leloup, tu vois? Ça, c'est le mode, Ouais. étudiant et le mode professeur, c'est plutôt, je sais pas, j'ai créé, 1000 vidéos sur YouTube, voilà ce que j'ai appris et là, c'est, je sais pas, des bullet points sur, des enseignements globaux, quoi. Et donc après, tu as un tunnel, de vente avec, un lead magnet où les gens prennent un appel avec toi? Comment ça fonctionne pour, Alors qu'après ils ouais, deviennent clients? moi, j'ai voulu réduire le chemin le plus possible, parce que mais ce qu'il faut que je précise, c'est que, tu vois, moi, je vends de la prestation de service d'agence. Donc en fait, quand un client achète, en gros, le panier moyen, il est quand même très haut, quoi. Tu vois? Mmh. Il y a rien en dessous de 3 000 € et s'il y a des clients qui achètent des offres à 3 4 5 000 € par mois et qui restent abonnés, tu vois? Et j'ai des clients qui sont abonnés depuis 1 an, 2 ans. Donc un client peut vite rapporter en durée de vie, des dizaines de milliers d'euros. Hem, donc j'ai pas besoin de beaucoup de volume, c'est ça que je veux dire. C'est pour ça que je suis parti sur une stratégie très niche et j'ai voulu réduire le chemin le plus possible. Donc moi, ma thèse, c'est plutôt donner beaucoup de valeur dans les vidéos, et appel à l'action assez direct. Moi, je prends des calls directement, tu vois? C'est des appels à l'action. Mais je construis pas une base email par contre, en faisant ça, tu vois? Pourquoi pas? En fait, je l'ai pas fait, juste parce que, je me suis dit: «Je vais juste mettre toute mon énergie, sur, ce truc-là qui marche pour moi». Mais tu vois, si je vendais peut-être des choses un peu moins chères à plus de gens et cetera, je pense que ce serait une connerie et que ça vaudrait le coup de faire des emails, directement. Hem, ouais, moi j'ai plus une approche, business WhatsApp presque, tu vois?
Ouais. Mes prospects, c'est tous des gens que j'ai vus dans la vraie vie ou d'un moment. Enfin, tu vois, c'est un peu particulier là-dessus. Mais voilà, ça c'est mon cas particulier par rapport à mon business model à moi. Pour beaucoup de gens, le funnel, ce serait pour moi ce que tu as dit, lead magnet, email et après vendre dans les emails peut-être. Et je trouve ça cool comme approche parce que, en fait, moi, pendant des années, je vendais des formations en ligne et au bout d'un moment, j'avais mis en place des funnels très compliqués avec, beaucoup d'étapes, des upsells, downsells, des séquences email à rallonge avec des conditions, le truc qui Ouais. fait des branches en fonction de si tu prends le produit principal ou pas, ça va te ramener dans une autre séquence ou dans une autre et au bout d'un moment, ça m'a fait exploser le cerveau et c'est l'année dernière, j'ai un peu pété un câble, c'est aussi pour ça que j'ai lancé, cette chaîne qui s'appelle Business Ouais, Minimalist. C'est parce que maintenant je prône à fond la simplicité. Parce que je pense vraiment que on n'a pas besoin de se prendre la tête avec, des stratégies compliquées et ouais. souvent, si tu as une offre qui est bien, bah, il Le suffit de mmh, parler à la bonne audience et le funnel n'a pas besoin d'être, très compliqué et toi, ce que tu fais, juste parler aux gens, sur, WhatsApp, ouais. bah, au final, ça fonctionne, ça fonctionne. Mmh. Tu as pas besoin de faire des tunnels avec des séquences à rallonge, et c'est pour ça aussi, tu vois, que j'ai lancé mon SaaS qui s'appelle, Tiny Pages, Ouais, parce que pour simplifier aussi, les outils, qu'on utilise dans le business en ligne. Après, il y a des stratégies où c'est même pas nécessaire, tu vois? Juste tu fais ton contenu, il y en a c'est sur LinkedIn, il y en a c'est sur ouais, YouTube et tant que tu parles à la bonne cible, en fait, c'est ça le plus important et ouais. que tu as une offre, qui convertit bien derrière. Et c'est vrai que, enfin, je te rejoins complètement et en gros, moi, ma thèse, c'était plutôt, en fait, si c'est trop compliqué, je vais avoir la flemme de le faire au bout d'un moment et du coup, je vais pas Ouais, en récolter les fruits. Genre, si je fais la newsletter, le truc et tout, en fait, je vois venir gros, j'ai la flemme, quoi. Alors que si j'ai juste ma vidéo YouTube à faire toutes les semaines, à la limite, mentalement, moi, c'est fluide, tu vois? C'était un peu pour ça aussi que je l'ai fait, hem et ouais, ouais. Toi, du coup, Tiny Pages, ça résout quel sujet pour, quelqu'un qui a un business en ligne exactement? Ça va de où à où? bah, alors, si tu veux, moi je l'ai lancé à la base parce que quand je vendais des formations, je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de techniques, beaucoup trop de friction. Mmh, Avec tous OK. les outils que j'avais, que je combinais entre eux, mais ils étaient assez mal foutus et surtout, moi, par exemple, un truc qui me rendait fou, c'est que sur des outils comme, ClickFunnels où tu peux créer tes pages avec un éditeur drag and drop, on te laisse vraiment tout personnaliser au pixel près et donc quand Mmh, tu es quelqu'un d'un peu perfectionniste sur les bords, moi je suis carrément perfectionniste, c'est vraiment mon schéma d'auto-sabotage, bah, OK. tu passes tes week-ends à choisir le degré d'arrondi du bouton et la couleur de fond avec le code hexadécimal parfait, tu vois? Et en fait, OK. tu avances pas sur, l'essentiel. Ouais. On t'empêche de perdre ton temps dans ce genre de détails de perfectionniste extrême. Donc tu es Mmh, obligé d'aller vite. L'application est là aussi pour respecter ta clarté mentale, faire en sorte que tu sois pas embrouillé par plein d'options et de bruits visuels, et donc mmh. que ce soit clair et simple. Et c'est ça en tout cas que OK. nos clients apprécient, quoi. Et pour en revenir aux vidéos, l'année dernière, je te disais que j'avais voulu vraiment tout simplifier. C'est aussi dans la manière de créer des vidéos. J'ai mis en place une doctrine que j'ai appelée le balécoïsme entrepreneurial. Ça consiste à se concentrer uniquement sur ce qui respecte la loi de Pareto et Mmh. de sauvagement ignorer tout le reste. Et donc, moi, j'ai fait beaucoup de vidéos YouTube. Tu sais, j'ai eu plusieurs chaînes YouTube, au Ouais. fil des années. Je me suis lancé en 2016. J'ai eu une grosse chaîne sur le développement personnel, une autre sur la santé et ma chaîne business aussi que j'avais lancée un peu avant. Et pendant des années, j'avais l'impression de beaucoup trop me prendre la tête sur, des détails dans le processus créatif, vouloir que ma vidéo soit parfaite, mettre les bons b-rolls au bon endroit, Mmh. faire tout le temps des Ouais. coupures et c'était beaucoup lié à du perfectionnisme où j'essayais vraiment de contrôler chaque détail parce que j'avais des standards trop élevés. Je me Mmh. disais: «Si c'est pas assez bien, bah, les gens, ça va pas leur plaire, ça va pas marcher» et donc c'est aussi un problème psychologique et ce que je me suis dit, l'année dernière, c'est que j'allais juste faire la vidéo de la manière la plus simple et directe possible. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai filmé avec la caméra dégueulasse 720p de mon iPad, même des fois vautré sur mon lit à plat ventre. Vraiment, le truc avec la lumière dégueulasse en contre-jour, vraiment la vidéo la plus simple que tu puisses faire au monde, mais vraiment moche et limite assumée. Et en fait, ça a bien marché, tu vois, et vraiment ça m'a libéré de faire ça.
toi, j'ai quand même l'impression que tu mets beaucoup d'efforts sur la forme dans tes vidéos. En fait, moi, ma thèse, c'était le fond prime sur la forme. Ouais, Et quand le fond ne te fait pas plaisir ou que ça te crée de la friction, que ça te pousse à procrastiner, autant complètement zapper et juste te concentrer sur le message. Comment toi tu réfléchis par rapport à ça? Parce que j'ai quand même l'impression que tes vidéos sont très soignées sur la forme. ouais. Hem, En fait, moi, c'est que j'aime bien, voilà. Moi, il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est que vraiment je le fais, pour me faire kiffer. Moi, je viens de la vidéo, enfin, c'est un truc qui me plaît, quoi. Donc j'aime bien faire une belle vidéo. J'y trouve mon compte, mais je sais que stratégiquement, ça a pas tant d'importance que ça. Et je le sais d'autant plus que sur certains clients, on a testé, on s'est pris la tête, on a fait des belles prods et tout. Puis après, on a tourné un truc à la Osmo Pocket et les perfs sont, les mêmes, tu vois? Donc en vrai, pour moi, ça la forme, elle est pas nécessaire pour la performance quand tu es dans une niche business en ligne et tout. Je dirais pas pareil à quelqu'un qui veut faire influenceur, youtubeur ou grand public, mais c'est pas le cas des gens qui écoutent, je pense. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, par contre, peut-être que ça va pas faire plus de vues de bosser la forme. Par contre, ça va induire une autorité quand même. Heu, Mmh. je trouve qu'il y a quand même un sous-texte qui est passé quand tu es sur une vidéo quali, un message inconscient qui est passé. Pour moi, plus tu as une forme quali, plus tu crées d'autorité et plus tu as une forme à l'arrache comme tu décrivais, plus tu crées de proximité. Donc Mmh. ça dépend vraiment de la relation que tu veux créer avec ton audience, je pense. Est-ce que tu veux, te positionner comme figure d'autorité sur le sujet ou comme, peut-être un peu relation prof-élève, enfin, tu vois, un peu truc descendant et tout? Et là, ça peut ou est-ce que tu veux créer peut-être un personnage? Par exemple, j'ai un client qui est dans l'éloquence. Bah, lui, il a quand même un intérêt, tu vois, à être un petit peu sapé et cetera, être un peu, voilà. Ou est-ce qu'au contraire, tu veux, créer une proximité, supérieure? Et là, c'est encore mieux de pas avoir une forme quali, parce qu'il va y avoir ce côté, journal intime presque, tu vois, proximité. Voilà, donc c'est ça que je voulais un petit peu, dire là-dessus et moi, c'est aussi que moi, je vends de la vidéo, je vends de la presta vidéo, donc j'ai un intérêt business à ce que mes vidéos, soient un peu quali, pour que les gens Mmh. puissent te dire: «OK, j'ai envie qu'ils me fassent des vidéos pareilles», même si, tu vois, c'est pas forcément sur ça qu'ils ont besoin d'aller, mais voilà. La plupart des gens ne vendent pas, de la presta vidéo, donc n'ont pas cet intérêt-là, donc pour eux, peut-être ça vaut pas le coup de faire un truc trop propre, quoi. Ouais, toi, c'est vrai que ça appuie ta crédibilité. Forcément, parce Ouais, que tu as cette expertise de vidéo, de YouTube. Si tu faisais les vidéos, vautrées sur ton lit avec le ouais, contre-jour comme comme moi, ça marcherait moins, je ouais, c'est pense. ça. Mais J'aurais plus de en mal à fait, vendre. moi, ouais, à un moment, je me disais même que moi, j'avais intérêt à faire des vidéos à l'arrache comme ça, parce que ça appuyait mon Ouais, propos. Je disais aux gens, on peut faire des vidéos très simples et ça peut marcher si le sujet et l'angle sont intéressants. Bah, si je commençais à dire ça, mais avec des vidéos très léchées, travaillées, avec du montage dynamique, et cetera, je pense que ça aurait nui à la ouais, crédibilité du propos. Donc ouais, c'est tout est ça. contextuel, en fait. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est vraiment ça, le point, quoi. Enfin, je suis 100 aligné avec ça, quoi et ouais, j'invite vraiment les gens à se demander, en fait, c'est dans quel but je fais, YouTube? Est-ce que je suis là pour créer une image, pour passer sur les médias, machin et tout? Et là, bah, vas-y, OK, pourquoi pas faire un truc, clean? Est-ce que là, je suis pour plus là pour créer de la relation avec mon audience? Et là, bah, peut-être que ça vaut le coup de vraiment faire, le plus simple possible, comme tu dis. Après, je pense quand même qu'on peut faire simple et pro. Beaucoup de gens pensent peut-être que Ouais, quand tu fais des vidéos simples, ça veut dire faire des vidéos moches. Pas forcément, c'est 2 choses différentes. Tu peux, par exemple, t'asseoir dans un beau cadre, par exemple, dans la nature, si tu un ouais, jardin, tu te mets dans ton jardin où tu as des plantes, des arbres. ouais, Tu poses une caméra de bonne qualité qui filme en HD ou même 4K, ça te fait plaisir, mais et après ça veut pas dire que tu vas faire du montage ultra dynamique, que tu vas prendre un monteur pour te faire des effets ouais, cinématographiques. Ça peut rester très simple et avoir l'air professionnel, tu vois? Donc ouais, je pense qu'il faut pas confondre, il y a la dimension beau et moche et la dimension simple et complexe. Tu peux aussi faire du moche et complexe, du style ouais. des espèces de montages De bizarres, qui transition explosent dans tous les foireuse. ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est clair. Ouais, je suis d'accord et je pense que le vrai sujet, il est plutôt: est-ce que tu prépares bien ta vidéo de manière pro que la forme, effectivement.
Parce que pour te dire, moi, j'ai des vidéos, c'est un Loom où je filme mon écran, c'est avec la webcam de l'ordi dégueulasse. J'ai au micro du MacBook, tu vois, j'ai même pas le micro là. Et pourtant, ça fait 1000 vues, 2000 vues, 3000 vues, ce qui peut paraître pas énorme, mais en fait, dans ma micro niche, et cetera, c'est des vidéos qui m'ont rapporté des clients. Donc, un Loom peut rapporter des clients. Par contre, dans le Loom, je suis un peu structuré dans ce que je dis, j'ai quand même un peu bossé le truc. Donc, voilà, le sujet est effectivement plus sur le fond que la forme. Après, ça peut être aussi différents formats que tu as, je pense. Par exemple, des vidéos comme toi tu fais, elles sont bien pour, faire de la croissance et aller toucher de nouvelles audiences, Ouais. en allant prendre l'autorité de gens connus. Et là, peut-être que ça fait plus pro, effectivement, d'avoir une belle caméra et de mettre du montage. Mais après, si tu fais du contenu plus, de proximité, bah, regarde, par exemple, le format live. Moi, je me suis mis, au live, je sais pas si toi tu as déjà testé, mais là, c'est Jamais un testé contexte, et tu ça a jamais l'air cool. testé? Jamais testé le live, non. Mais en fait, c'est un contexte très différent, où là, le but, c'est pas d'avoir de la qualité de production ou quoi que ce soit. Ça peut être juste ton téléphone, la caméra frontale, dégueulasse, c'est pas grave. Le but, c'est d'avoir une, interaction de qualité. Mmh. C'est pareil même, par exemple, tu regardes, TikTok. TikTok, le principe, c'est tout le monde peut faire du contenu et ça fait limite bizarre de mettre, des gros moyens de production pour, faire tes Mmh. vidéos. Ouais, Donc aussi en fonction du format, je pense, que ça varie, ce qui est, pertinent de faire. ouais, carrément, carrément, carrément. Mais moi, j'ai enfin, les plusieurs formats sur la même chaîne, aussi, j'ai testé et en vrai, ça marche. J'ai les vidéos croissance, un peu produites et les vidéos plus, de relations où là, c'est des looms, des trucs simples et en fait, c'est compatible, tant que le message est le même, en fait, d'une vidéo à l'autre et que la thématique est la même, je trouve ça marche bien. Tu vois, cette stratégie de faire, des vidéos portées sur la croissance où tu vas parler d'un sujet, je trouve que souvent, il y a un piège, c'est que tu peux faire beaucoup de vues, mais des vues qui derrière ne Ouais. convertissent pas. Par exemple, récemment, j'ai regardé moi j'aime bien regarder, me poser, sur YouTube pour regarder des vidéos, que l'algorithme me montre sur des sujets, divers et variés. Par exemple, là, récemment, j'ai vu une vidéo sur, le conflit entre la Thaïlande et le Cambodge. J'ai vu une vidéo aussi sur, une entreprise qui s'appelle Palantir. Tu vois? C'est des sujets très stimulants intellectuellement et j'ai bien aimé les vidéos, j'ai appris des trucs. Sauf que là, tu me demandes: «C'est qui le mec qui a fait la vidéo?» J'ai déjà oublié. J'ai même pas Mmh. retenu sa tête ou son nom et Ouais. donc je me dis là, le mec, il a fait une vidéo qui a fait beaucoup de vues, qui a très bien performé, mais je pense que la majorité de l'audience ne se sont pas concentrés sur lui et il y a pas vraiment de relation qui a été créée. Ouais. Est-ce que toi, tu penses qu'on peut quand même faire des vidéos qui marche très bien, mais en apportant peut-être une dimension personnelle pour que les gens Oui. se souviennent de toi, s'abonnent et aient envie d'en savoir plus. Ouais. Moi, je pense qu'on peut totalement le faire, mais il faut le faire de la bonne manière. Donc effectivement, le piège, c'est pour moi, c'est de prendre un sujet connu et de juste parler du sujet et juste d'attirer des gens qui sont là pour le sujet, mais pas pour nous et de le faire, comme un youtubeur, tu vois? Donc par exemple, je fais, tu vois, l'histoire de, Nicolas Sarkozy, OK. Bah, les gens, ils sont là pour le sujet, mais peut-être qu'à la limite, ça aurait pu être n'importe qui d'autre qui aurait lu le prompteur avec le même script, ça aurait été la même vidéo, tu vois? Ça, pour moi, c'est l'erreur à pas faire pour un entrepreneur. Pour moi, pour un entrepreneur, l'enjeu, c'est plutôt de trouver, en fait, de prendre le sujet, mais de le traiter sous son angle d'expert, tu vois? Sous le prisme de: «Je suis un expert en blablabla et je vais vous parler de ça», tu vois? Je te reprends Mmh. l'exemple du prof d'éloquence parce que j'étais en call avec lui, hier. Lui, tu vois, il y a un des formats qu'on veut tester, c'est, d'analyser les discours de personnalités connues, qui sont passées, par exemple, sur le podcast Legend, mais sous le prisme de genre, un professeur d'éloquence analyse l'intervention de, Philippe Etchebest, sur, Légende, tu vois? Ou, genre, l'art de se faire adorer, comme, Philippe Etchebest, analysé par un professeur d'éloquence, tu vois? Et du coup, l'idée, c'est de prendre effectivement un sujet connu, bah, comme dans la vidéo que tu as regardée, mais de le traiter sous le prisme de, bah, je suis expert en, mon sujet et je vais vous donner une nouvelle grille de lecture sur ce sujet-là et du coup, je vais vous donner un truc que vous n'aurez entendu nulle part ailleurs, parce qu'un youtubeur n'aurait pas pu faire cette vidéo-là. Il aurait juste pu faire la vidéo storytelling, tu vois, classique et donc ça va créer, tu sais, une association un peu de: «Ah putain, je me souviens de ce mec-là qui m'a donné une forme de valeur sur ce sujet». Une nouvelle grille de lecture que j'avais pas du tout eue, en regardant le sujet, tu vois?
Moi, c'est un peu ça l'effet que j'essaie d'aller chercher, pour des clients ou mes vidéos quand, on part sur justement un format analyse. Et le deuxième piège pour moi, c'est de prendre un sujet qui n'intéresse pas ton audience de clients. C'est de dire, comme si toi, tu vois, tu allais faire, l'histoire de, Bernard Arnault, tu vois? En fait, peut-être que c'est OK, c'est entrepreneurial, mais peut-être que c'est trop loin et c'est trop mainstream. Là où peut-être tes clients, ils sont fans de Tim Ferriss et peut-être qu'en faisant un format analyse de, le secret du business minimaliste à, tant par an de Tim Ferriss, décortiqué par justement un mec, un spécialiste de ça, serait plus intéressant, tu vois? Enfin, c'est une idée au pif, mais, voilà. Je sais pas si tu vois un peu, ce que je veux dire? Ouais, j'avais vu par exemple, ça fait un petit moment, mais c'était, Fabien Olicard qui parle de mentalisme lui. Il Ouais, faisait, analyse non verbale du discours de Macron et en fait ouais, ça cartonnait. Parce que c'est un truc que tout le monde avait vu et «Ah tiens, on va voir si là il ment, si, il y a des gestes bizarres qui le trahissent» et en même temps, bah, tu te souviens de Fabien Olicard parce que c'est lui l'expert du non mmh, verbal. Donc ouais, je vois bien le mmh. truc. En fait, c'est bien se positionner, savoir quelle casquette tu veux avoir dans la vidéo, quoi. Mmh. Comment tu veux qu'on se souvienne de toi, tu vois? Tu peux faire, l'histoire des Rothschild, par exemple. Ça, c'est une vidéo qui a cartonné sur pas mal de chaînes finance. Et bah, en fait, tu pourrais aussi le faire en, expert en gestion de patrimoine, analyse comment les Rothschild sont devenus les plus riches du monde, tu vois? Davantage connecté à ton expertise plutôt que juste aux faits historiques, par exemple. Ça peut être une manière de faire le truc. Il y a des chaînes qui font ça très bien. Il y a, Yann Leonardi qui fait ça très bien dans la niche du marketing. Donc lui, tu vois, il va prendre des sujets, par exemple, comment, Decathlon, s'est inspiré des cartels de la drogue dans sa stratégie marketing. Comment, je sais plus ce qu'il avait fait, enfin des analyses de branding, mais toujours, de sujets grand en fait, c'est un sujet grand public, mais traité avec un angle un peu, expert, quoi, tu vois? Il Mmh. y a un gars qui fait ça aussi, Bienvenue au cabinet, ça s'appelle sa chaîne. C'est un comptable et en fait, il analyse, des trucs grand public, mais sous l'angle du comptable. Donc par exemple, il analyse, les sociétés du youtubeur Joueur du Grenier, tu vois? Ou alors il analyse le drama, Villebrequin, donc les youtubeurs qui s'étaient, séparés et Ouais. tout, mais sur le plan, comptable, juridique et tout, tu vois? Du coup, c'est intéressant parce que en fait, tu as Bah, ouais, il est quand même sur la niche la plus chiante du monde, hein. La ouais, c'est la ça, comptabilité, c'est quand même une sacrée performance de rendre de ça ouf, intéressant et mainstream. de ouf et du coup, c'est assez diabolique et donc pour moi, il y a vraiment attirer l'attention par le sujet et après effectivement transformer cette attention en relation de confiance et ça, c'est par, l'angle et la qu'est-ce qu'on met dans la vidéo, quoi. C'est deux sujets différents et après tu peux calibrer, je pense, la qualité de l'attention que tu attires selon le choix des sujets. Par exemple, le comptable qui analyse Villebrequin, bah, là, il va attirer quand même le tout venant. Peut-être que si lui, son enjeu, c'était de vendre de la prestat de comptabilité sur, des entrepreneurs, bah, la bonne question, ça pourrait être, de qui sont fans mes clients rêvés, tu vois? OK, est-ce qu'ils sont fans de Warren Buffett, de je sais pas qui? Et est-ce que mon sujet, je peux peut-être le prendre un peu plus niché sur des gens dont sont fans, mes clients rêvés? Moi, c'est ce que j'avais fait, je prends Hormozy, bah, je sais qu'il y a des gens, comme toi qui vont potentiellement tomber dessus, Ouais. quoi. Voilà. Bah, c'est vrai que des gens qui sont complètement extérieurs, au à la sphère du business en ligne, ils connaissent même pas le nom de Hormozy. Donc là, Ouais, c'est bien ciblé. ça disqualifie, Tu un peu, quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu penses que, quand on se lance sur YouTube, pour un entrepreneur par exemple, qui veut lancer sa chaîne YouTube pour trouver des clients en organique, il faut, faire ce genre de format où tu vas surfer des tendances ou des sujets, que les gens connaissent ou il y a d'autres, stratégies que tu vois? Hem, pour moi, ça dépend vraiment de qui tu de dans quelle thématique tu et cetera. En gros, est-ce que tu as déjà une autorité, tu es déjà connu sur ta thématique ou pas? Si oui, bah, du coup, tu vas pouvoir peut-être te baquer directement sur ton autorité à toi, tu vois? Donc là, c'est, les entrepreneurs qui disent, je sais pas, «J'ai monté 15 boîtes, voilà, 10 principes que j'aurais aimé connaître, à 20 ans», enfin, j'en sais rien, tu vois? Des trucs comme ça. Hormozy, tu vois, c'est ça, c'est, «J'ai gagné, 8 000 de followers en 4 ans, voilà, la méthode que j'ai utilisée», tu vois? Enfin, c'est en gros, j'ai déjà de l'autorité, je vous partage les méthodes. Ça, c'est un premier levier, je pense, qui est intéressant, mais qui nécessite d'être déjà expérimenté. Un second levier, ça peut être, plutôt le building public, c'est-à-dire
J'apprends et je vais vous montrer, comment, je monte en compétences en même temps. Je vais documenter l'aventure. Donc là, plus posture, d'étudiant. Je vais lancer un SaaS et l'amener à 1000 utilisateurs par mois, et je vous montre tout, tu vois? Des trucs comme ça. Moi, j'aime bien la stratégie de l'analyse parce que ça permet d'emprunter l'autorité d'autres personnes et de rapidement être, exposé à de la visibilité. Mais c'est pas la seule qui est possible non plus. Après, tu as aussi la stratégie du podcast, d'aller profiter de l'audience de d'autres personnes qui sont déjà en place et d'associer un peu leur autorité à toi en les interviewant. Donc il y a pas mal de stratégies différentes. Je pense que toutes peuvent marcher, mais à condition de prendre la bonne pour soi, quoi. Celle que tu as envie de faire aussi. Si tu es un mec sociable et tout, le podcast, tu vas adorer. Si tu es plus un gars qui préfère poncer un sujet, écrire, profil un peu auteur, peut-être que la stratégie de l'analyse, tu vas adorer. Heu, enfin voilà quoi. Je sais pas ce que tu en penses toi? Non, mais je confirme, faut capitaliser sur ses forces parce que dans tous les cas, enfin, il faut vraiment choisir, quelque part où tu pourrais, toi, avoir un avantage, concurrentiel et surtout, je pense, faut éviter d'être, une commodité. J'en vois Ouais, encore qui se lancent sur YouTube à faire, ouais, 3 conseils, de productivité, ouais, comment, vaincre ses croyances limitantes, c'est chaud, quoi. Il y a quand même 20 000 vidéos sur le sujet qui existent déjà. Jamais ça va attirer la moindre attention, ça. Donc ça peut être bien, je ouais, pense, au début, si tu as pas d'idée pour te lancer, au moins d'abord de faire et après de t'améliorer. Parce que ouais, je pense toujours, il faut d'abord se lancer et s'améliorer ensuite pendant que tu es en train de passer à l'action ouais, et ne pas surintellectualiser tout seul dans ta tour d'ivoire pour attendre l'idée géniale et quand tu te ouais, lances. c'est Parce que clair. un truc, c'est un piège que j'ai vu, et d'ailleurs je pense que c'est ceux qui copient un peu le style, de vidéo, par exemple, Marketing Mania ou Yann Ouais. Leonardi, des vidéos d'analyse. J'en ai vu beaucoup. Ils s'apprêtent à lancer leur chaîne YouTube et ils travaillent 2 mois sur une méga vidéo qui est censée être un banger Ah oui, non. et ils balancent la vidéo. Ils ont tout soigné aux petits oignons. Sur le papier, c'est parfait. Ils ont investi dans du montage, ça, ils sont super contents. Ils publient la vidéo, 50 vues. Ça fait mal. Et C'est souvent, la ce qui vie. se passe, c'est que sur leur chaîne, il y a jamais de deuxième vidéo. Ils sont dégoûtés, mais c'est Bah oui, normal. oui, normal, hein. Ça, c'est le gros piège. Ouais, c'est clair. Non, non, enfin moi le conseil là-dessus, c'est de dire: «OK, est-ce que tu as envie de donner une chance à YouTube ou pas? Est-ce que tu as envie d'y aller sérieusement?» Si tu as pas envie d'y aller sérieusement, c'est OK, mais du coup, enfin ça va demander des efforts quand même YouTube. Et si tu as envie d'y aller sérieusement, bah, j'arrive plus à parler. Si tu as envie d'y aller sérieusement, bah, OK, est-ce que en fait, tu te verrais pendant 3 mois te dire: «OK, là, 3 mois, je me donne, je vais en sortir une par semaine». Une par semaine, pourquoi? Parce que c'est assez long pour faire un truc quand même bien, mais c'est assez court pour avoir quand même du feedback, tu vois, vite. Et je vais les sortir quoi qu'il arrive, même si elles bident. Je me donne 3 mois pour faire marcher ce truc-là et chaque semaine, je vais voir ce qui marche pas. Je vais pouvoir adapter un peu la semaine d'après et pas être dans la surintellectualisation comme tu disais, parce qu'une semaine, ça te pousse à être dans l'action aussi. Et en vrai, en une semaine, tu as de quoi faire, hein. Tu vois, la vidéo sur Hormozy dont tu parlais que tu as vue, que j'ai fait, c'était je l'ai fait en une semaine, comme, voilà, je m'étais donné 3 mois pour faire des trucs et elle est pas parfaite, il y a des petites couilles à droite à gauche, mais c'est pas grave, quoi, tu vois? On la sort et en fait, c'est le Pareto que tu disais tout à l'heure, quoi. Si la vidéo, elle Ouais. est à 80 assez bien, c'est bon, tu vois? Si le sujet, il est bon, l'angle, il est bon, le titre, la miniature sont sympas et que tu dis des trucs pas trop bêtes dedans, c'est suffisant. Stop, je t'arrête 30 secondes. Le drame quand tu écoutes un podcast, c'est que t'entends parfois parler d'un outil génial, un livre captivant, un hack incroyable ou une citation qui te retourne le cerveau, mais évidemment, t'as la flemme de sortir ton téléphone pour le noter. Et à la fin de l'épisode, t'as déjà tout oublié. Donc pour t'éviter de passer à côté de la mine d'or d'informations partagées par les invités du podcast, j'ai créé une fiche pépite dans laquelle je rassemble tout et qui sera mise à jour à chaque nouvel épisode avec les nouvelles pépites de l'invité. Tu peux la recevoir tout de suite, le lien est dans la description. À quel moment tu penses qu'il faut s'arrêter dans le perfectionnisme, toi? Comment tu te cadres en tout cas? Je sais pas si toi tu as ce problème de perfectionnisme, mais est-ce qu'il y a un moment où tu es Mmh. tenté de vouloir tout peaufiner beaucoup trop loin? Comment est-ce que tu te cadres? Moi, j'ai pas trop ce problème de en fait, je l'ai eu, quand c'est moi qui montais les vidéos. C'est vrai que je l'ai eu. Hem, j'ai délégué le montage donc maintenant, je l'ai plus et je suis passé un peu de l'autre côté aussi on s'en fout, quoi. Hem, en vrai, on s'en fout. En fait, ce qu'il faut se dire,
C'est que sur YouTube, déjà, tu sais, tu plein de gens qui regardent même pas la vidéo, mais ils écoutent. Ils sont, en train de faire autre chose, ils sont en train de se faire cuire des pâtes, ils sont en train de faire la vaisselle, ils écoutent, ils sont en train de marcher dehors ou enfin, peu importe. Il y a beaucoup de gens qui écoutent juste le son, déjà. Donc en fait, se prendre trop la tête sur le petit b-roll, le truc et tout, c'est pas si utile que ça. Et moi, c'est vraiment juste de voir, en fait, qu'on n'est pas youtubeur et que, tu as des vidéos, vachement montées, qui marchent, pas mieux que des vidéos, pas montées, quoi. Ça, c'est réel, hein, c'est, un truc j'ai observé sur plein de chaînes d'entrepreneurs et du coup, tu te dis: «Bon, bah, OK, on a testé le truc bien monté, on a vu que pas monté, ça marchait bien aussi. Bon, bah, écoute, est-ce qu'on va se prendre la tête? Pas forcément, quoi». Enfin, moi, c'est mon approche, en tout cas. Ouais. Moi, je dirais que quand tu te lances, il faut vraiment lancer le plat de spaghettis sur le mur et voir ce qui reste collé. Tu vois un Ouais, petit peu la métaphore. Tu testes un maximum d'idées. Toi, tu dis une par semaine. Moi, je dirais même, c'est mieux une par jour, des vidéos à l'arrache. Juste, tu testes l'idée. Et c'est pas parce que tu as fait une vidéo une fois que, l'idée, tu peux pas la refaire. Si jamais ça marche une fois, bah, tu refais la même vidéo, ouais, mais peut-être avec un angle un peu différent ou, tu mets un peu plus, tu fais un hook différent. Ce qu'il faut comprendre de toute façon, c'est que ce qui va faire 80 de la performance, vraiment en mode Pareto, pour moi, c'est 2 trucs. C'est le sujet, enfin sujet plus angle ouais, et titre miniature. ouais, Et après éventuellement, ça peut être, la première phrase que tu dis, ça fait partie du hook aussi. C'est un peu la continuité du hook, ça va être, les premières phrases de la ouais, vidéo. ouais, c'est ça. La promesse au début, c'est faire une bonne promesse en mode teasing pour qu'on soit hypé, qu'on ait envie de regarder la vidéo jusqu'au bout. Après, tu as des techniques un petit peu plus avancées. Par exemple, faire des open loop. Tu connais ça? Tu utilises ça dans Ouais, tes ouais. vidéos? Ouais, je le fais de temps en temps, ouais. Tu teases un mystère qui va être révélé un peu plus tard. Ouais. Moi, je connais la technique, mais souvent j'oublie de l'utiliser. Mais tu vois sur la courbe de rétention après que ça fonctionne bien, ça? Heu, Moi, je regarde pas trop parce qu'en fait, c'est dur à dire parce que tu fais l'open loop au début, mais du coup, ça l'impact pour moi, il est sur tout le reste de la courbe normalement, mais après, tu vois, on est sur des faibles volumes de vues, donc pour moi, la data, elle est pas forcément, Mmh. facile à traiter en vrai. Je préfère pas aller trop dans la suranalyse justement, des micro détails, quoi. J'essaie Moi, de je suis même un de petit peu Ouais, j'essaie de rester assez haut niveau dans l'analyse, tu vois? Juste regarde les sujets, l'angle à peu près et puis j'essaie de tirer des conclusions comme ça, mais sans aller me perdre dans trop de métriques. Après, c'est aussi que moi, je suis mmh. pas très data driven, tu vois? Donc peut-être il y a des gens pour qui ça marche bien de faire ça, mais moi, c'est pas fluide pour moi, donc je le fais pas. Bah, moi, je suis un petit peu comme toi. Je suis pas très data driven, je vais rarement regarder les analytics honnêtement. Mais il y a des gens qui sont complètement obsédés par ça. Tu Ouais. regardes par exemple, Diary of a CEO, le Oui, oui. podcast, très connu. Eux, ils ont développé un outil en interne où ils vont avoir, des bêta-testeurs pour les épisodes de podcast, à qui ils vont faire regarder l'épisode en avant-première avant de le sortir Ah et ouais, les gens vont devoir dire: «Là, je me fais chier, là, je suis stimulé, là, c'est intéressant, ah là, je me fais chier, là, je m'ennuie». En fait, ils vont avoir une courbe de rétention avant même déclarative. d'avoir publié l'épisode et C'est donc ils vont dingue. tout savoir. Ouais, non, mais c'est après là, c'est les numéros un. Donc ils Ouais sont dans la suroptimisation, ils ont des et équipes. ce qu'on peut préciser peut-être aussi, c'est que comme ils ont 15 millions d'abonnés et qu'ils font des millions de vues à chaque podcast, eux, s'ils gagnent 1% par-ci par-là, c'est des dizaines de milliers de vues, directes, tu vois? Là où, si toi, tu es entrepreneur, que tu fais 1000 vues, 2000 vues, 1%, tu vois, tu as gagné, que dalle, donc je pense que c'est peut-être overkill, Ouais, mais bah, moi, en tant c'est que impressionnant. figure de proue de la doctrine du balécoïsme entrepreneurial, j'invite vraiment les gens à ne pas trop se perdre dans les chiffres parce que tu peux Ouais, très vite aussi, perdre du temps là-dedans. À chaque fois que tu sors une vidéo, bah, tu vas tout le temps rafraîchir pour voir les stats, aller regarder les moindres, petites, métriques, même les plus insignifiantes que YouTube te donne, parce que YouTube t'en donne plein. ouais, Mais le temps que tu passes à regarder aussi, c'est le temps que tu passes à ne pas travailler sur la prochaine vidéo. ouais, Alors carrément. après, je pense qu'il y a un juste équilibre à trouver. C'est vrai que c'est intéressant de voir mais surtout, ça va vraiment être les sujets qui ont bien marché, essayer de comprendre pourquoi, peut-être essayer de reproduire, certaines choses.
Mais ouais, effectivement, je pense pas qu'on soit obligé de trop être porté sur les stats. Ça dépend vraiment. Il y a des gens qui ont du succès sans, il y a des gens qui ont du succès Ouais. avec. Et je pense qu'il faut aussi garder en tête que, on a, nous, un intérêt qui est pas forcément aligné à l'intérêt, de YouTube. Parce que YouTube, son intérêt, c'est que nos vidéos fassent rester les gens le plus possible sur sa plateforme. Tandis que nous, notre intérêt en tant qu'entrepreneur, c'est, de créer une relation avec notre audience, de peut-être vendre aussi à notre audience, enfin voilà. Et du coup, si on suit trop aussi les stats de YouTube, des fois, il va nous encourager à faire des trucs qui ne sont pas dans notre intérêt à nous. Il va nous encourager à partir le plus viral possible et cetera. Mais sauf que si tu vois, tu pousses, tu tires le fil jusqu'au bout, à la fin, on se retrouverait tous à faire des vidéos de chats qui sautent et qui tombent, pour faire les meilleures, stats, mais notre business, il n'existerait plus, quoi. Donc heu, donc voilà, on n'est pas salarié de YouTube, on bosse pas pour eux non plus, voilà, je trouve que c'est cool de le garder en tête aussi. De dire des fois, en fait, une vidéo YouTube va te l'annoncer en mode c'est la catastrophe, elle bide, mais en fait, si elle t'a ramené, 3 clients, tu t'en tapes, quoi. Parce que YouTube te donne même une note. Tu es un bon élève youtubeur, c'est une vidéo Ouais. 1/10. Alors c'est inversé par rapport à l'école, mais 1/10 c'est bien. Ça veut dire que ta vidéo fait plus de vues que les 10 précédentes. Et si c'est 10/10, par contre là, YouTube va te mettre même des petits commentaires générés par IA où il faut se ressaisir, essayer autre chose, machin. Alors que ça se trouve, ta vidéo 10/10, soi-disant nulle, c'est un témoignage client peut-être. Ouais. Tu l'as mise en ligne pour donner de la preuve sociale pour ton offre. Donc effectivement, c'est très vrai ce que tu dis. Le nombre de vues ne doit pas être, la métrique principale. Sinon tu finis comme l'autre là, comment il s'appelle? Nico Avocado, le mec qui a suivi, la viralité, il a fini par faire des dégustations des espèces de dégustations de bouffe dégueulasses pour faire de la viralité et il est devenu obèse. Après il a perdu du poids, dans une OK. vidéo virale aussi. Mais ça c'est si tu suis les tendances et que tu vises la viralité, tu sais, moi, j'ai eu une période où je faisais, énormément de viralité parce que je Ouais, faisais les ouais, formats shorts. ouais. Tu testé ça toi ou jamais? Short, j'avais testé, pendant mais juste j'avais fait, 30 jours ou 90 jours, je sais plus. Après j'avais arrêté, parce que je m'étais aperçu que ça n'avait aucun intérêt pour moi, pour ce que je faisais Mmh. et puis j'aimais pas en faire non plus, enfin tu vois, il y avait c'était un tout mais je les mettais sur TikTok aussi et en fait je me disais, au bout d'un moment: «Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais ça?» tu vois? Ouais, je Donc j'avais vois. arrêté. Et c'est un bon exemple, parce qu'on disait souvent, alors je sais pas si c'est vrai, c'est plus, symbolique qu'autre chose, mais on disait souvent une vue de short, bah, il faut 20 vues de short, c'est l'équivalent d'une vue de vidéo longue. En vrai, tout c'est très contextuel, ça dépend. Mais c'est pour Ouais, ça, ouais. juste pour dire que les vues de short ne valent pas grand-chose. En général, une vue de short, ça peut être juste, le petit Jean Célestin qui scrolle sur les chiottes et il a vu ta vidéo 7 secondes, c'est bon, ça fait une vue. Ouais, Mais une vue, ça peut aussi être ton client idéal qui t'écoute pendant 2 heures ouais, dans un podcast. Ah, ça n'a ouais. rien à voir. Ouais, ça Moi, je c'est préfère une vue du client idéal que 200 000 vues du Jean Célestin. Tu de vois? ouf. Le Jean Célestin, il va jamais te payer. Non. Donc c'est là qu'on voit la symétrie. Et moi, quand j'ai fait la viralité avec les shorts, parce qu'il y a une période, je faisais vraiment beaucoup de vues. Ça m'a moi-même surpris, je pensais pas que ça marcherait autant. Et alors après, moi, j'ai rentabilisé le truc parce que Ouais. j'ai lancé une, formation. Le premier mois, c'était en août 2022. J'ai fait un short par jour dans le cadre d'un défi. Ça a fait 41 millions de vues sur le premier mois. OK. Donc, moi, je me suis dit, Balèze. «C'est beaucoup, quoi». Je Ouais, m'attendais pas à autant. ouais, Et donc après, je me suis dit: «Bon, il y a pas la monétisation, je peux pas vraiment gagner de l'argent avec ça, même si ça me rapporte des abonnés et cetera». Bon, en vrai, ouais. ça m'a quand même fait passer mon nombre de vues de ma chaîne YouTube de 8 000 vues par jour à 20 000 vues par jour sur les vidéos longues, Ah uniquement OK. les vidéos longues. Ça c'est Donc ouais, ça a c'est plus que déjà x2 cool. mes vues de vidéos longues, on va dire, Ouais, evergreen. ouais. Et donc comme j'avais en place des tunnels de vente, il y avait un appel à l'action, lead Mmh. magnet, cliquez sur le lien dans la description pour, recevoir la formation gratuite. Après, il y avait une séquence automatisée et je vendais un produit, en evergreen. Donc ça m'a quand même, rapporté, tu vois? Ouais. Mais ce que je me suis dit, c'est que je vais rentabiliser ça, non pas en essayant de faire de l'argent directement avec Shorts, mais en vendant une formation. La Parce que c'était compétence un peu short. la hype, Ouais, ouais, comment faire du contenu viral comme moi je l'ai fait? Parce que les ouais, gens avaient vu que pour moi ça avait très bien marché. Alors ouais. là, ça a été le plus gros lancement de ma carrière, Ah ouais? avec cette OK. formation. Ouais, ouais, bah, le timing était parfait parce que Mmh. c'était vraiment le moment où tout le monde parlait de ça et tous ceux qui s'y intéressaient avaient vu ma gueule. Tu sais, j'avais fait, Mmh. presque 100 millions de vues en 2 3 mois.
Alors Hem, j'exagère un peu, mais sur 6 mois, j'ai dû faire 150 millions avec, Shorts et ça a très bien marché. Mais par contre, après coup, aujourd'hui, bah, ils sont où les gens qui regardaient les shorts, qui likaient mes vidéos shorts? Il y a plus grand monde, il en reste hem, pas grand-chose. hem, Donc c'est aussi très addictif, on peut se retrouver vraiment, tu sais, moi, dans la période où je faisais les shorts virales, je sentais une espèce d'euphorie, comme si je prenais de la coke. Alors je me droguais pas, hein, mais j'avais l'impression d'être high, comme si quand je voyais les chiffres du jour, je me ouais, levais le matin, je regardais, si la vidéo avait bien performé, j'avais un énorme shot de dopamine dans le cerveau là et j'étais prêt à attaquer la journée, tu vois? J'étais chaud. Par contre, si la vidéo avait flop, bah, je me sentais un peu mou, j'avais moins le moral. Donc c'est comme, la ouais, bourse. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à investir en bourse, j'ai fait la connerie de tous les débutants qui est de regarder tous les jours ton portefeuille, alors que tu veux mmh, investir sur le long terme, donc ça n'a ouais, aucun sens. Et ouais. donc quand, un jour, la bourse, elle fait plus 2, tu es là: «Oh, j'ai gagné de l'argent» et le Ah lendemain, ça fait moins 3. «Oh, j'ai perdu de l'argent, je me sens pas bien». Alors que c'est absurde. Faut regarder ouais. sur, 3 ans, 5 ans, 10 ans. C'est pareil avec le contenu, viral. Surtout TikTok, qui a tendance à être extrêmement irrégulier. Quand tu Mmh, publies, ça peut faire 1 million de vues un jour et 10 000 vues le lendemain. Ça peut vraiment avoir un ratio fois 100, juste parce que, c'est l'algorithme qui est comme ouais, ça. YouTube Shorts, c'était plus stable, de mon expérience. Ça le shorts avait une durée de vie de plusieurs semaines, donc c'était mieux. Mais là, aujourd'hui, je me remets à en faire, mais en mode, cette fois-ci, repurposing. Là, tu vois, d'accord, par exemple, on fait un podcast, ouais, on a des discussions, et ben, j'ai mon monteur derrière qui va venir découper des morceaux mmh, et c'est lui qui ouais. gère. Moi, je gère presque pas. Ça marche forcément moins bien parce que, tu peux pas choisir exactement le hook. Il faut te baser sur quelque chose que tu as dit, dans le format long, Ouais, ouais. mais c'est vraiment minimaliste ça, si tu as quelqu'un qui le fait Le pour toi. repurposing, je trouve que ça marche bien, à condition d'être, hyper précis sur ce que tu dis ou d'avoir un invité, qui découpe, quoi. Hem, genre moi parce que je le fais aussi sur du coup mon podcast, à côté et sur certains invités ça floppe et sur d'autres, ça part, tu vois? Sur Instagram, on en a qui ont fait peut-être 1 million de vues ou des trucs comme ça. Mais c'est quand l'invité, en fait, tu le sens, pendant que tu tournes, si l'invité il a le feu, qu'il est en train de dire des des énormes trucs, tu sais que là, ça va partir et du coup, c'est un peu plus incertain parce que, bah, la performance, elle est pas trop, templateisable, quoi. Enfin, c'est assez dépendant de l'invité, je trouve. Mais ouais, c'est marrant. Mmh et c'est vrai que je te rejoins sur ce que tu disais, sur la relation au contenu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça peut freiner de se dire: «Et si ça bide? Et si machin?» et cetera. Ou alors qu'ils vont poster, qu'ils vont se sentir mal parce qu'ils ont vu que ça a pas fait beaucoup de vues. Et c'est vrai que moi je te rejoins sur le côté, je trouve que c'est quand même une bonne pratique de pas trop y mettre d'émotion ou de pas regarder tout le temps. Plutôt d'avoir un plan et de voir ça vraiment juste comme des datas qui remontent de, «OK, en fait, je vais regarder tous les temps, mais c'est prévu, pour tirer les conclusions stratégiques et ce contenu n'a pas marché, ça me donne juste l'information que ce contenu n'a pas trouvé son public. C'est pas moi qui suis une mauvaise personne ou qu'on n'aime pas. C'est juste, OK, ce contenu qui n'est pas moi, n'a pas fonctionné et quoi. Et c'est ouais, il y a des vrais sujets là-dessus, je pense. Aujourd'hui, je trouve que même YouTube, quand tu fais des vidéos régulièrement, c'est vraiment, un coup sur 10 ou un coup sur 20, ça va être, massivement montré à une nouvelle audience. Mais la majorité des vidéos que tu fais, moi je prends la métaphore de la bataille navale. Tu sais, quand tu joues à la bataille navale, Ouais. il faut découvrir sur la grille où sont les navires de l'adversaire. Et beh, Hein, toi, ce que tu fais, c'est que tu tires dans l'eau d'abord et tu apprends à chaque fois: «Ah bah tiens, là ça a raté, ça veut dire qu'il y a pas de bateau là, donc je vais tester un autre endroit». Donc tu hein. testes des nouveaux sujets, des nouveaux angles et au bout d'un moment, tu touches un bateau. Et si tu touches un bateau, tu vas pas aller taper à l'autre bout de la map, Tu le tu vas rester dans la bombardes. même zone. Voilà, tu défonces cet angle. Moi, par exemple, à l'époque, il y avait un sujet qui, sur ma chaîne de développement personnel, fonctionnait particulièrement bien, c'était le charisme. OK. Je mettais le mot charisme dans le titre de la vidéo, je te jure, ça faisait au moins 3 fois plus de vues que d'habitude.
Moi, je me suis dit, OK, on, on va aller essorer ce mot-clé charisme. Allez, charisme, charisme. 10 conseils de charisme. Comment avoir du charisme quand on est introverti. Les erreurs de charisme. Et à chaque fois, ça cartonnait, je te jure. Après, j'ai fait une petite formation sur le sujet. Juste un petit produit low ticket. Et Ouais, ça a été un de mes produits qui a le mieux marché. Alors c'était, une méthode, simple, tu vois? Pour apprendre à s'exprimer avec plus, d'impact dans la communication non verbale. ouais, Mais et justement, comme j'avais identifié ce sujet qui fonctionnait super bien à chaque fois, alors aujourd'hui, je pense que ça le marché du charisme a été suffisamment souillé par tout le monde qui a voulu faire ces vidéos, et ouais, donc ça doit être moins évident. Mais effectivement, quand tu pour reprendre l'image de la bataille navale, tu touches le bateau, il faut pas partir sur un autre sujet qui a rien à voir après. ouais, Même non, des fois, au début, quand tu commences ta chaîne YouTube, tu sais même pas trop de quoi tu vas parler, tu te cherches un petit peu. ouais. Bah, quand j'ai lancé ma chaîne, j'avais fait une vidéo comment arrêter de fumer de la beuh, comment Mmh. arrêter les joints. Et il y avait personne qui faisait des vidéos là-dessus à l'époque et ça avait cartonné parce qu'il y avait de la demande et pas d'offres. Et donc après, j'ai refait des vidéos pareil sur ce sujet. À chaque fois, ça marchait bien. Après, j'ai pas voulu continuer dans cette direction spécifique parce que je voulais pas être, Le me monsieur peu, quoi. positionner comme, l'ancien babos qui qui aide à arrêter, à arrêter le chichon. Mais, souvent, c'est par, en fait, l'information vient de l'action. Tu peux pas imaginer d'abord ce qui va marcher, avec un plan parfait. C'est vraiment dans la confrontation au réel que tu obtiens de l'information sur ce qui va marcher ou ce qui va pas marcher et que tu peux ensuite ajuster le cap et Ouais. orienter ta stratégie comme ça. Je sais pas si toi, tu as procédé de cette manière ou si dès le départ, tu avais imaginé ton format? Hem, Moi, j'ai procédé de cette manière, pour les sujets du format. Enfin, c'est-à-dire, heu, j'ai fait mon format d'analyse, tu vois? Par exemple, la vidéo sur Hormozy, bim, elle pète, elle fait, 30 000 vues, ce que j'appelle péter dans ma niche, du coup. Parce que 30 000 vues dans le business en ligne français, bah, tu as touché à peu près, pas mal de monde, quoi. Et du coup, 3 mois plus tard, je regarde, les vidéos winner, je vois qu'il y a elle, qui est winner. Je fais: «Bon, bah, vas-y, on va la en refaire une autre, variante». Je reprends le même thème, je le twiste un peu, bim et là, bam, ça refait, 10 000 vues, tu vois? Donc ça me refait des clients et tout. Donc ouais, moi, je regarde un petit peu, tous les 3 à 6 mois, je regarde un peu les thèmes qui ont marché pour voir si je peux presser les citrons, quoi, tu vois? Presser la viralité, Ouais. du truc, le plus possible. Donc ouais, ça c'est une démarche que je recommande, hein. Ça, c'est une bonne pratique, pour tous les gens qui créent déjà du contenu, de regarder les anciens contenus qui ont marché. Ce qui peut être intéressant, c'est aussi de regarder les autres créateurs de la niche, de regarder leurs vidéos les plus populaires, de voir les thèmes déjà qui marchent parce que tous les efforts que eux ont mis pour avoir ces datas, bah, finalement, ça a de la valeur. Par contre, il faut regarder que la vidéo, elle date pas trop et il faut aussi regarder qu'elle a pas été trop poncée. Parce que si la vidéo, elle a déjà été faite 15 fois, il y a plus de vues sur ce sujet. Je prenais l'exemple tout à l'heure des genre, l'histoire de la famille Rothschild. Ça, c'était une thématique winner à un moment donné dans la finance. Il y a Finari qui l'a faite, 1 million de vues. Il y a Louis Esquet qui l'a faite, 1 million de vues. Il y a, peut-être Hardisk qui l'a faite, 800 000 vues et en fait, au bout d'un moment, la vidéo, elle était trop vue et du coup, ça marche plus, tu vois? Mais c'est toujours un truc de timing, je pense, voilà. Ça me fait penser à l'époque, je me rappelle, je sais pas si tu vois, Yann Piette? Ouais, 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 je vois, ouais. Beh, il avait fait, une vidéo YouTube, tu sais, moi, j'étais un peu dans cette même thématique-là, Ouais, développement charisme et personnel, tout, ouais. voilà. Il avait fait une vidéo, je crois que c'était, hem, que je dise pas de bêtises, je me rappelle de la miniature, c'était avec un pied qui écrase une toute petite personne. Ah, Peut-être se faire comment, respecter, un truc comme ça, non? L'art de se faire respecter ou comment remettre à sa place une personne dominante, un truc comme ça. ah oui, ouais, peut-être, OK. Ouais. Et en fait, le truc, il avait fait 2 millions de vues. Et ce qui était marrant, c'est moi, je regardais un peu les titres de tous les créateurs de la thématique à l'époque. Tout le monde avait copié après le Ah même oui, titre pour faire les vues après lui. Oh, et tout le monde se regarde. Oh, tiens, ça avait marché. Vas-y, je vais lui piquer son titre, je vais le refaire ouais. et tout. Moi, je l'avais pas fait, mais ça m'a fait marrer de voir. Mais souvent, le mieux, je dirais, c'est même d'aller piquer des idées aux Américains. Ben Oui, oui. ah bah, ouais, là, c'est le top du top. Bah, d'ailleurs, si tu tapes sur YouTube, genre «If you are ambitious but lazy, do that» ou genre, en gros, si tu es ambitieux mais flemmard, fais ça, tu vas voir, des dizaines de clones
de vidéos qui sont la même vidéo copiée aux US. En France, ça a été poncé aussi. Genre, c'est... Non, il y a des formats, ils ont été souillés, je te jure. Est-ce que ouais, tu as vu celui-là? Euh, J'ai 30 ans, si es dans ta vingtaine, regarde regarde cette ça. vidéo. J'ai 53 ans, si tu es dans ta quarantaine, regarde cette vidéo. On l'a faite avec tous les chiffres, celle-là. Tous ont été faits 100 fois. Et des fois, ça explose, quoi. Enfin, en fait, c'est vraiment le thème, il se fait essorer. Et moi, peut-être la nuance que je proposerais, c'est aussi de dire, en fait, l'idée, c'est qu'il y a un concept qui marche ici. C'est pas de le copier-coller, c'est plutôt de copier-coller l'emballage et après, à l'intérieur, d'injecter sa pâte unique. Mais s'il y a un truc qui attire l'attention, en fait, c'est Amixem qui disait ça dans une interview que j'ai écoutée il y a pas longtemps là chez Mathieu Stéphanie. En fait, lui, il dit, moi, je vois vraiment le titre et la miniature comme un produit à part de la vidéo et c'est juste l'emballage et ça n'a aucun rapport avec la vidéo et d'ailleurs, par exemple, il parlait de MrBeast parce qu'ils se connaissent un petit peu. Il disait, bah, MrBeast ne lance pas une prod avant d'avoir acheté le titre et la miniature. C'est-à-dire, il achète d'abord la miniature et même s'ils ont un concept sympa mais qu'ils n'ont pas la miniature, le titre, ils vont pas lancer la prod, tu vois? Ils vont pas Il veut avoir sur son bureau, le titre, la miniature et tout avant de lancer et du coup, je trouve ça en gros impertinent de se dire: «Bah, il y a l'emballage qu'on va pouvoir copier et l'intérieur, là, on va le rendre singulier, par rapport à qui on est, quoi et ce qu'on fait». Ouais. Évidemment, le but n'est pas de faire du plagiat et de copier le Ouais. contenu des autres. Mais par contre, on peut piquer des titres et miniatures. Après, tu seras toujours quand même vu comme un suiveur, c'est Oui, par contre, normal. oui. Ouais, c'est sûr. Mais si personne te connaît, bon, tu peux démarrer comme ça. Ça peut Tu être ne deviendras il faut jamais numéro 1 en faisant ça, quoi. ouais. Au mieux, tu seras numéro 2, quoi. Mais par Ma contre, pour se mettre le pied à l'étrier, ça peut être une bonne approche. Ouais. Il faut être, avant-gardiste. Il faut savoir les repérer parce que là, si tu fais celle qu'on a dit, aujourd'hui, c'est trop tard. Oui, c'est Il faut dead. savoir les voir émerger. Par exemple, il y en avait un que j'avais vu récemment, c'est comment, devenir riche tellement rapidement que tu as l'impression que c'est illégal. Je sais pas Oui. si tu l'as vu celui-là? Ouais, je l'ai Tout le vu monde l'a passer. repris. Oui, c'est passé Ouais, partout, mais dès que tu vois qu'il y a un truc comme ça qui c'est la formulation est marrante ou un peu originale et ça fait beaucoup de vues, faut le tester rapidement parce qu'après sinon tout le monde va le faire, et ce sera trop tard. Le ouais. citron sera déjà pressé. Ouais. Par contre, voilà, effectivement, la limite de ce truc-là, c'est que tu peux t'enfermer dans un truc de clone, quoi. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a un enjeu à quand même développer une thèse, une vision un peu unique de son sujet. Tu vois, toi, t'as ta thèse du business minimaliste, tu as tes analogies à toi, tes trucs. Et je trouve que c'est intéressant pour quand même avoir de la matière, du matériel un peu innovant et un peu unique dans ces concepts, dans ces vidéos, quoi. Euh, voilà. Il y a un premium après à être singulier, je pense, quand tout le monde se copie. Parce que la limite de se copier, pour moi, c'est que tu peux faire que des formats winner, mais en fait, tes vidéos, c'est de la commodité, comme tu disais, il y a les mêmes sur d'autres chaînes, et du coup, bah, le jour où tu arrêtes ton format winner, bah, plus personne t'écoute, quoi. Donc, il y a quand même un enjeu, je pense, à transformer cette attention en relation dans ta vidéo et que les gens, après, soient fidélisés et reviennent, quoi. Comment tu fais pour, ne pas être un clone? Est-ce que tu as des conseils, particuliers pour ça? Parce que c'est pas Ouais, facile en fait pour, quelqu'un qui se lance ouais. et qui se dit: «Mais moi, j'ai pas forcément quelque chose de spécial, j'ai pas, de singularité si, exceptionnelle», tu vois? Pour moi, c'est vraiment un travail sur le discours, la vision et un truc qui va se faire sur la durée, hein. C'est pas un travail qui se fait au début et c'est tout, c'est vraiment qui va se construire tout le long. Pour moi, c'est vraiment développer une thèse sur son expertise et sur sa vision du monde, tu vois? Donc sur son expertise, ça va être, je crois en telle méthode parce que blablabla et je ne crois pas en telle méthode parce que blablabla. Donc par exemple, tu vois, dans notre cas, là, on serait sur, bah, nous, on a la thèse, un peu approche minimaliste de la création de contenu, ne pas forcément chercher la viralité à tout prix et cetera, parce que c'est nul, si tu as un business et cetera. Donc ça, en fait, c'est prendre des positions. C'est pas juste donner de l'information, c'est vraiment prendre des positions au niveau de son marché, de son expertise. Donc si tu es dans la perte de poids, ça peut être les prises de position du style, en fait, faire du cardio, c'est nul, tu vois? Ça peut être, faire, 10 heures par semaine de salle de sport, en fait, c'est contre-productif. Ça peut être, les régimes où tu dois te priver, c'est naze pour perdre du poids.
À l'inverse, moi, je crois beaucoup en, par exemple, marcher beaucoup. Faire 1 heure ou 2 de marche par jour, pour perdre du poids, c'est un cheat code, et cetera, tu vois? Ça, c'est un peu pour moi la thèse et il y a aussi cette notion, de vision du monde, tu vois, le monde contre quoi on se bat, c'est quoi le monde meilleur qu'on veut créer, pour quelles valeurs on défend, tu vois? Donc par exemple, dans ton cas, peut-être on est sur des trucs genre la liberté, je pense à Antoine BM qui est assez bon là-dessus, pour, un petit peu prôner aussi du minimalisme, tu vois, dans son approche, s le low charge mentale, des trucs comme ça et voilà, c'est un peu d voilà, développer une, c'est quoi le monde meilleur qu'on veut construire, tu vois? OK, un monde où, je sais pas, où tous les indépendants, peuvent vivre de leur création, et cetera. Heu, ouais, moi, c'est un peu ça l'approche que j'essaie de mettre en place, quoi. Une autre approche qui, je pense, peut super bien fonctionner, c'est de dire honnêtement ce que tu penses. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une époque où les gens n'osent plus, être vrais. Tu sais, ils se Ouais, censurent eux-mêmes parce ouais, qu'ils ont peur que les woke vont leur tomber dessus, du moindre mot de travers, par exemple, ou qu'ils vont être stigmatisés, on va les insulter. On est vraiment dans un climat où, les gens n'osent plus dire ce qu'ils pensent. ouais, Et je pense qu'il y a une opportunité pour les gens qui, justement, décident, de s'en foutre, d'être ouais, vrais, et les gens aiment ça. Souvent, on peut se dire, «Ah, je vais me faire insulter». Tu vas peut-être te faire insulter par 2 guignols, c'est pas bien grave, hein, c'est qu'est-ce ouais, qu'on s'en fout en vrai? Mais beaucoup de gens vont apprécier le franc-parler, en fait. Et quand tu oses, dire ce que tu penses vraiment, et faire du contenu basé sur tes valeurs à toi et prendre parti. Alors ça veut pas dire aller dans les extrêmes forcément et insulter d'autres gens, être ultra polarisant, mais juste, voilà, oser prendre des positions. Je pense que ça fait du contenu qui peut aussi te démarquer dans des thématiques où il y a ouais, du monde et où tout le monde est un peu là avec un balai dans le cul, très ouais, lisse. ouais. Voilà, être un peu plus brut dans des 100% thématiques où d'accord, les ouais. gens sont lisses. 100% d'accord. L'informatif ne crée pas de relation pour moi. L'information pure, le tuto, ça, ce sera remplacé par, ChatGPT et c'est ciao. La prise de position, comme tu dis, pour moi, ça a beaucoup de sens et en fait, les gens que ça va repousser, bah, ça tombe bien parce que c'est les gens que tu veux pas avoir dans ton audience souvent et que tu veux pas avoir dans tes produits. Parce que si tu es clivant, mais d'une manière où tu es vraiment, clivant, mais sur ton expertise, tu vois? Tu es pas forcément en train de dire, une dinguerie sur la géopolitique, mais c'est plutôt sur ton approche du business et que ça fait fuir des gens à qui ça parle pas, bah, tant mieux parce que c'est sans doute les gens de toute façon qui auraient pas acheté ou, s'ils avaient acheté, ils auraient pas été contents parce qu'ils auraient pas aimé ton approche donc au final, ça te garantit, je trouve, d'attirer des gens qui te ressemblent et d'avoir la bonne audience et en pratique, en fait, il y a pas tant de haters que ça, quand tu es un peu dans ta zone d'expertise, voilà, c'est une peur, je pense, qui est justifiée, mais qui est souvent moins terrible que ce qu'on pense, quoi. Hem, ouais. Ça t'est arrivé toi d'avoir des haters par le passé? Moi, j'ai eu ouais, ouais, j'en ai eu, ouais. J'en ai eu, en fait, le hater, moi, ce que j'aime bien, c'est que je trouve qu'il te montre là où tu es, vulnérable ou là où peut-être tu es pas encore carré, tu vois? C'est-à-dire que moi, je trouve qu'il y a 2 types de haters. Il y a ceux qui te touchent pas, c'est-à-dire, où tu t'en tapes. Par exemple, tu vois, si toi tu fais quand tu as fait tes shorts hyper viraux, tu as dû en avoir des tonnes, mais c'est des gens où finalement, en vrai, il y a probablement les 3 quarts où tu t'en fous quoi, de ce qu'ils disent et après il y a le hater où là ça te touche, tu vois? Ça vient te faire mal sur un truc et ça te met en lumière une zone, moi à chaque fois qu'il y a un hater qui m'a déstabilisé, c'est qu'il m'avait touché une corde sensible, un truc où je peux bosser quoi, tu vois? Soit un truc que j'ai dit où en fait je suis pas vraiment aligné avec ce que j'ai dit, je l'ai peut-être pas dit pour les bonnes raisons, mais du coup ça me met en lumière que là j'étais pas au bon endroit. Soit, un vrai truc enfin en tout cas ça te donne de l'info je trouve, sur des choses qui peuvent être intéressantes à bosser et ça arrive, assez rarement en vrai. La plupart des haters moi Oui. je les vois plus comme, un collégien, tu passes devant le collège et il te dit, «Hey tu moche» et tu là, bah OK, j'ai autre chose à enfin voilà quoi, tu vas pas le prendre au sérieux quoi, tu vois? Il fait ce qu'il peut, c'est souvent des gens qui sont assez malheureux en fait et c'est plus, triste, tu vois, de se dire, voilà, c'est rarement un mec que tu estimes, que tu admires, qui vient te hater quoi. Enfin, c'est même Ouais. jamais le cas quoi.
Moi, récemment, j'ai fait une vidéo qui a eu un peu de hater. C'était OK. la fin des infopreneurs. Ah, Et la vidéo a plutôt bien marché pour ma chaîne business, tu vois. Et en fait, je pense qu'il y a des gens qui ont cliqué dessus, ils aimaient pas les infopreneurs, ça c'est pour ça. Mais après, bon, moi, ça me fait rigoler parce que bon, j'ai l'habitude. Mais en vrai, c'est vrai que quand ça arrive, en général, ça touche pas personnellement. Parce que c'est juste des gens qui sont frustrés. Moi, je connais personne qui est bien dans sa vie et qui est heureux, qui me laisse des commentaires de merde sous des ouais. vidéos. En gén Moi, ça m'est jamais arrivé de mettre des commentaires, haineux sous c'est souvent un miroir. Bah, toi, tu es un miroir de ce qui va pas chez eux. Ouais, souvent le commentaire du hater en dit plus sur lui que sur toi, quoi. Souvent, ça te dit juste, quelle est sa carte du monde à lui et la petite peut-être anecdote qui peut être intéressante, c'est que j'avais il y a un un gars que je connais qui a un business en ligne, donc qui s'appelle, Julien Musi et j'en discutais avec lui, lui, il avait fait beaucoup de publicité, donc il était exposé à des milliers, des millions de personnes même, je pense à une époque et lui, il se prenait plein de haters, il en avait rien à foutre, sauf il y avait un type de hater qui lui faisait beaucoup de mal, c'était quand on parlait de ses dents parce qu'en fait, donc s'il m'avait raconté ça, on avait fait une interview, il était un ancien boulimique, donc il mangeait beaucoup et il se faisait vomir avant. Parce qu'il avait, voilà, des gros soucis par rapport à ça et du coup, ça lui avait, détérioré ses dents et donc ça le ramenait à une part de lui qu'il voulait pas qu'on connaisse, quand quelqu'un le clashait sur ses dents et du coup, même si c'était un hater insignifiant, en fait, ça allait le toucher, très profondément émotionnellement, il allait péter un câble alors que les autres, pas du tout. Parce que ça venait toucher une grosse insécurité qu'il avait, tu vois? Heu, du coup, ensuite, bah, il a bossé sur ça. Maintenant, c'est plus du tout un problème, un sujet pour lui. Donc maintenant, ça lui fait rien si tu parles de ça. Du coup, c'est aussi pour dire que, enfin voilà, c'est juste pour appuyer ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a quand même certains haters qui peuvent te toucher même si, en fait, eux, on s'en fout. Heu, en tout cas, c'est pour ça qu'il faut être un peu quand même solide, je pense, pour se mettre en lumière devant beaucoup de monde d'un coup. Parce que ça va mettre toutes tes insécurités sous pression. Ouais, Donc ouais, moi, à une époque, j'avais eu pas mal de haters aussi parce que j'avais une chaîne sur un sujet qui était très polarisant. C'était la santé. Et moi, ouais, je prenais un peu parti. Toi, j'étais végétarien, j'avais vegan aussi à l'époque. Il y avait des gens qui détestaient ça, tu vois? Mais c'était pas moi personnellement, c'était pas personnel, c'était juste, ce que ouais, je représentais pour eux et ouais, c'était mais j'aimais pas trop. Tu vois? Franchement, je trouve après je suis revenu sur ma chaîne de développement personnel et je trouve que, en fait, le problème aussi quand tu lis trop des commentaires, négatifs ou que tu fais un peu trop dans la polémique, c'est que toi, tu développes un rapport malsain avec, l'audience. Tu sais, ouais, pas ton audience, même si c'est qu'une minorité qui laisse des commentaires de merde et que la majorité, t'aime bien, bah, c'est cette minorité que par ton biais de négativité humain, mmh, tu vas retenir ouais, et toi, tu vas faire, amalgame avec toute ton audience. Tu vas dire: «En fait, c'est des cons, c'est des vas-y, j'ai plus cons, j'ai envie pas de leur envie de faire leur des parler. vidéos». Ouais, de ouf, de ouf. Ouais, Bah, après vivons dans heureux, certains vivons contextes, cachés, ouais, c'est pas mal ouais, aussi, vivons complètement. heureux, vivons cachés, petite audience de qualité, c'est plus Ouais, tu as facile, l'impression de bosser entre potes limite, avec des ouais. gens qui sont contents d'être là. Toi, tu es content de faire du contenu pour eux et te De toute façon, tous tu le les tous les sens, tous les 2-3 mois, tu as un hater qui s'est perdu là, tu sais pas ce qu'il fout, tu oh, vas-y, c'est bon, je tu le rigole, ramènes on tu sait le pas. ramènes gentiment à la sortie et la vie continue et tu le sens de toute façon, je pense, quand tu es content d'allumer la caméra ou que tu as l'impression que c'est une purge, tu le sens, quoi. Ouais. Juste pour terminer sur ce sujet, j'avais une petite anecdote marrante. Un jour, j'avais repris, de manière un peu brutale, les newsletters. Donc j'étais passé de, rien envoyé depuis 2 mois à un email par jour. Et donc il y a OK, des gens, ça les excite, tu vois? Ils sont là: «Ah, ouais, c'est qui ce mec-là?» Tu sais, ils se sont inscrits à un truc, il y a il y a 2 longtemps, ans, ils t'ont oublié. ouais, Et moi, j'avais une grosse liste à l'époque, j'avais 100 000, emails OK. et donc je shoot tous les jours et tu as plein de gens, ils ont pété un câble. Ils se sont j'ai reçu des messages d'insultes et à un moment, je me suis dit: «Je vais faire une expérience sociale». Il y a un mec qui m'avait envoyé un message, particulièrement épicé et véhément, tu vois? Je sentais que ça réveillait un truc. Je lui ai répondu déjà, il s'attendait pas à ce que je réponde Ouais, et alors d'un coup, le ton est descendu, il s'est calmé et puis je lui ai demandé en mode: «Ouais, ça va, tu as l'air un peu, énervé, moi je j'ai rien contre toi». Tu sais, j'ai été sympa avec lui et en fait ça l'a tellement fait bugger
déjà, il s'attendait pas à ce que je réponde, et alors encore moins que je sois sympa. Si tu lui réponds d'habitude, bah, c'est pour être dans la Ouais, pour confrontation, le parce que clasher. lui, il Ouais. m'attaque dans mon ego. Moi, je me suis dit, vas-y, je vais être sympa avec lui. Et après, le gars s'est excusé. J'ai toujours l'email. J'étais choqué, ça, je m'attendais pas à ce que ça lui retourne le cerveau comme ça. Mais en fait, ouais, souvent, ils essaient de créer une réaction. Mais s'ils n'ont pas la réaction que ils attendent, en fait, ils sont Ouais, déstabilisés. Voilà. Et ouais, moi, c'était cette expérience sociale, j'avais trouvé ça assez amusant. Si ouais. ceux parmi vous qui nous écoutez, qui font du contenu, essayez, par exemple, sur Instagram, vous recevez un commentaire de merde, bah, demandez-lui si ça va. Juste, ouais, j'ai vu ton commentaire où tu dis nique ta mère, connard. Je voulais juste, est-ce que tu peux me faire un critique constructif, vu que la vidéo ne t'a pas plu, tu vois? Mmh. Là, le mec, il va complètement bugger. Mais Ouais, souvent, c'est drôle de faire ça. putain, ça, c'est cool. J'avoue que moi, c'est comme j'ai 2 chaînes. J'ai ma chaîne un peu petite niche et tout, tranquille, on est entre nous. Puis j'ai la chaîne sur le podcast où c'est un peu plus, c'est le tout venant. Et des fois, j'ai des épisodes qui partent viraux et du coup, j'ai des commentaires, qui pop, à l'infini. Donc moi, je les regarde pas spécialement. Mais des fois, j'avoue, c'est mon petit péché malsain. Je vais regarder 2-3 commentaires et je vais répondre à 2-3 mecs, mais souvent, pas très gentiment. Heu, C'est pour faire du clash. Tu vas les ouais, défoncer. ouais, souvent. Ah, En c'est fait, drôle. soit je les défonce, soit, je fais le débile, tu vois? Genre, je sais pas, je les réponds en mode, dérision et tout. Oh putain, Tu ça vient de me t'entraînes pour ton spectacle, pour faire de l'humour. Tu travailles ta répartie et tes je viens de vannes, me comme ça. je viens de me rappeler d'un truc que j'ai putain, j'avais oublié cette histoire. Tu sais, donc sur ma chaîne, je fais, j'analyse des entrepreneurs US connus et un jour, j'ai fait genre j'analyse tel mec et j'ai inventé un faux gourou du web et en gros, c'est mon petit frère qui joue le gars, mais c'est un mec qui n'existe pas, tu vois? Et en gros, j'ai dit, vous l'avez forcément vu passer sur les réseaux, c'est Derek Brown, le mec qui fait du bruit en ce moment. Là, j'ai mis des faux shorts, genre où il dit des punchlines et tout, mais c'est faux. Et après, j'ai dit, en plus, il est passé sur tous les podcasts. Là, j'ai mis des miniatures où il est sur tous les podcasts business, mais c'est des fausses miniatures qu'on a fait faire exprès et tout. Et en gros, toute la vidéo, bah voilà, je fais une fausse analyse d'un faux gourou. Et à la fin, je dis, et d'ailleurs, il m'a proposé de me payer pour que je fasse une vidéo sur lui, mais j'ai dit non, machin. Et à la fin, il arrive dans mon studio, le gars, et il me balance du bureau et il carjack la vidéo, tu vois, et ça part en couille totale. Et j'ai eu des haters sur cette vidéo. J'ai eu des gens qui croyaient que c'était un vrai gourou. Euh, C'était sûr! et C'était sûr! j'ai eu des gens qui m'ont dit genre, ah bah au final, t'as accepté, tu lui as fait sa vidéo sur lui, tu fais genre, tu dénonces, mais en fait, t'as pris son chèque et tout. Euh, Parce qu'en gros, dans la vidéo, à un moment, je disais, bah voilà, il m'a proposé de me payer pour faire une vidéo sur moi. Regardez, écoutez le message qu'il m'a envoyé sur WhatsApp. Et là, je mettais un vocal, mais c'est mon petit frère, donc on a fait un truc fake, tu vois. Et moi, j'ai refusé. Regardez ce qu'il a répondu. Et on avait fait un message odieux où il m'insultait, tu vois, des trucs comme ça. Et donc, les gens ont cru que c'était un vrai gourou. Euh, et du coup, on s'était amusé. On avait été répondre à tous les commentaires, mais avec le compte de mon petit frère, du gourou. Et c'était, bref, c'est hors sujet, mais c'était hilarant. Ah non, mais c'est trop drôle. La vidéo est sur ta chaîne, là? Ouais, ouais, elle a fait, je crois, 15 000 vues, celle-là. Si tu veux la Derek regarder Brown. après. Ouais, c'est Derek, c'est, Mais attends, je mec, vais te tu retrouver. sais, moi je tombe sur ta vidéo, je suis sûr que je me fais avoir. Je suis là, OK, je connaissais pas ce mec, ouais, je vais aller voir sa chaîne. Ben, en fait, ça monte en escalade. C'est-à-dire que c'est de moins en moins crédible. Au début, c'est crédible, Ah, et plus la vidéo avance, plus c'est what the fuck, tu vois. C'est petit à petit, de plus en plus, what the fuck, quoi. bah, les gens qui ont regardé que le début, il y en a plein, ils regardent que le début, ils t'ont cru, hein. Ouais. Et en fait, j'avais aussi mis, Alex Hitchens dans la vidéo. Donc je sais pas si tu vois qui c'est. C'est un mec, du business en ligne, TikTok, je sais plus trop ce qu'il fait. C'est un mâle alpha, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. Et du coup, parce que comme Derek Brown n'existe pas, il est pas connu, donc je me suis dit, bah, si je fais juste la vidéo sur Derek Brown, ça va pas marcher autant. Donc je vais foutre un autre mec connu dessus, mais je lui en parle 3 secondes dans la vidéo, tu vois. Donc Alex Hitchens, il est sur la miniature, j'en parle dans les 30 secondes d'intro, et après, j'en parle pas spécialement, quoi. C'était juste histoire d'attirer l'attention. Sauf que du coup, j'ai attiré aussi tous les fans d'Alex Hitchens qui sont venus, me clasher, tu vois. Parce que eux, j'avais clashé leur gourou. Donc eux, ils m'ont Aïe, aïe, clashé. aïe, ouais.
Et après, du coup, nous, on leur a répondu, mais avec Derek Brown. Enfin bref, c'était hilarant. C'était Bon, hilarant. bah, les gens iront voir cette vidéo, je pense. On mettra Ouais, le lien de ta chaîne dans la vous description. pouvez taper Moi j'irai la voir. détruire sa réputation comme Alexis Chenz et vous allez tomber dessus. C'est une miniature Ok. violette. J'avais une autre question pour toi, pour YouTube. Ça m'intéressait parce que moi, je te disais plus tôt tout à l'heure que j'étais beaucoup dans le perfectionnisme et Ouais, souvent, ça m'a causé énormément de procrastination. Tu vois, quand tu fais des vidéos pendant des années et des années, moi, je suis un dinosaure, hein. J'ai commencé en 2016 et ouais. surtout, j'ai eu une période où je tournais un peu en boucle dans le développement personnel. Tu vois, je faisais des vidéos Mmh, développement personnel, productivité, hygiène de vie, comment avoir une vie saine, etc. Et j'avais l'impression que c'est ça que les gens voulaient. C'était ça qui avait toujours marché pour moi et donc il faut que je continue à faire ça. Sauf que bon, je commençais au bout d'un moment à tourner en rond et j'avais vraiment plus de motivation pour, faire des nouvelles vidéos. Est-ce que toi tu connais aussi des périodes où tu as moins de créativité, où tu es un peu en panne créative? ouais. Et parce que moi j'ai vraiment l'impression que la créativité, ça fonctionne de manière cyclique. Tu vois, il y a des moments où tu es très inspiré, tu as plein d'idées, tu peux faire des super vidéos à la chaîne Ouais. et 2 mois plus Mmh. tard, moi, c'est plutôt des périodes de quelques mois, on va dire, bah, tu as moins d'énergie quand tu te réveilles le matin pour faire du contenu, tu as moins envie, tu as moins d'idées, tu as l'impression que c'est un peu nul ce que tu fais. Et moi, souvent, par le passé, bah, c'est des périodes où j'ai procrastiné, tu vois, où j'ai arrêté complètement de faire des vidéos. Est-ce que tu connais ça? Et si oui, comment tu le gères? Oui, je connais ça et je pense que c'est by design dans le jeu, hein, de la création de contenu. Moi, je vois ça vraiment comme un pas comme un bug, quoi, mais comme un truc normal, c'est pas un bug, c'est une feature de ce jeu-là. Donc oui, je l'ai, et comment je le gère? Bah, j'essaie en fait, j'aime quand même bien essayer de me garder un rythme de création, même quand je suis un peu moins inspiré parce que je trouve que parfois, la contrainte, permet d'avoir aussi un peu de créativité, tu vois? C'est-à-dire, si je dois absolument sortir un truc, et cetera, bah, en fait, finalement, je vais trouver. Moi, j'essaie d'aménager des temps où je peux être créatif et peut-être batcher un petit peu de contenu. Alors après, je batch pas, 3 mois de contenu non plus, mais, c'est en gros faire les vidéos peut-être 2 par 2, 3 par 3, tu vois? Il y a des moments où tu es à fond dedans, où là, bah, tu surfes la vague à fond et il y a des moments où tu es peut-être moins à fond dedans. Là, tu passes peut-être plus en mode régime de croisière. Hem Moi, je profite des moments où j'ai l'énergie pour essayer plus les trucs innovants, tu vois? S'il y a des nouveaux formats, aller prendre des risques et tout et les moments où j'ai moins de créativité, je me passe en mode, service minimum, juste, continuer en mode routine le truc. Un petit peu comme quand tu vas à la salle de sport, où des fois tu as un peu la flemme, mais tu y vas par habitude. Là, je sais que je vais pas faire forcément les plus gros bangers ou les plus gros, trucs, mais je vais juste faire, voilà, continuer ce qui marche, quoi et voilà, c'est comme ça que j'approche le truc, et de toute façon l'énergie elle vient, elle va, elle vient. J'essaie quand même de me cadrer quand même dans la même thématique, même si parfois c'est un peu enfermant, parce que, je pense que justement ce cadre, cette contrainte permet quand même de construire un truc. Là où peut-être trop de liberté à se dire: «Je peux te parler de tout et rien», bah, finalement ça va peut-être partir un peu trop dans tous les sens. Ceci étant dit, toi, tu vois, pour des gens qui sont là comme toi depuis très longtemps sur la plateforme, je pense que c'est aussi dans le temps long que tu crées la relation qui fait que les gens sont contents de t'écouter sur d'autres sujets aussi. Donc, heu, donc je dirais que, quand tu es, vraiment là depuis très longtemps, ça peut faire sens d'élargir les sujets. Hem, mais, voilà, faut juste voir ce que ça donne après sur le business, si ça vend toujours, quoi. Ouais, ouais, ouais. OK. Il y a aussi, j'ai remarqué souvent une tension chez beaucoup de créateurs, YouTube ou autres, hein, mais de créateurs de contenu. C'est que d'un côté, si tu veux tenir sur la durée, il faut que tu y trouves un minimum de plaisir. Si Ouais, pour toi, c'est une corvée et que tu dois faire preuve de discipline tous les jours pour le ouais, faire, ça va être dur. Tu vas peut-être tenir, quelques mois, mais après tu vas très vite ralentir. Donc il faut qu'il y ait du plaisir et que tu t'amuses à le faire. Néanmoins, le problème, c'est que c'est pas toujours le même contenu que toi tu kiffes faire et le contenu qui va le mieux marcher. ouais, Et sur YouTube, tu es souvent incité par, l'algorithme, la manière dont c'est fait, comment on te donne ton shot de dopamine, c'est en mode casino. On ouais. t'incite pour que tu ailles faire le contenu qui marche bien et toi-même, forcément,
c'est humain de vouloir faire du contenu qui fait des vues, qui va aller faire grossir ton audience, augmenter le nombre d'abonnés. J'ai dit tout à l'heure, ça peut être addictif ça, Ouais, mais tu peux aussi essayer de tomber dans un engrenage où tu te forces à faire du contenu que t'aimes pas trop faire juste pour la performance. Comment est-ce que ouais. toi tu trouves un équilibre entre ces 2 choses? Moi, alors, c'est un point, vraiment, je pense que c'est, un point qui touche beaucoup de créateurs de contenu. Enfin, c'est vraiment un vrai sujet, de création là. Parce qu'effectivement, si tu perds le feu à créer, tu vas plus rien faire, tu vas procrastiner et si tu t'écoutes que toi comme un artiste ça floppe, tu vois? Enfin ça souvent ça marche pas. Donc moi mon approche, c'est un petit peu de dire: «OK, c'est quoi le format peut-être qui va marcher?» Et un format qui peut être un peu radical. Donc, là, tu vois, moi, j'ai mon exemple sur l'analyse d'entrepreneurs. OK, j'ai un format qui marche pour moi, mais ça peut être plein d'autres choses, hein. Tu vois, je te prends l'exemple, là, je te parlais au début du truc des défis. Je sais pas encore si ça va marcher, mais la thèse, c'est 30 jours pour relever un défi dans une passion en mode, quête secondaire, quoi, tu vois? Ça, c'est un format. Et après, OK, on part d'un format qui marche. Bah, la deuxième question pour moi, c'est comment est-ce qu'on peut injecter du kiff dans ce format-là? Et aussi accepter que ce sera pas kiffant tout le temps, parce que pour moi ça c'est un fantasme et qu'il y aura des phases d'ennui et qu'en fait la peur de l'ennui, en réalité pour moi c'est pas comment faire en sorte qu'il y ait pas d'ennui, c'est comment gérer au mieux les phases d'ennui pour quand même, continuer. Hem, Ça va dépendre je pense de chacun des profils, mais tu vois moi je pense que peut-être comme toi, un de mes moteurs c'est quand même prendre du plaisir, c'est avoir envie de créer, c'est voilà, kiffer donc du coup je me dis: «Bah, comment je peux dans ce format-là, injecter du kiff. Donc, par exemple, tu vois, sur les analyses, bah, qui je peux analyser pour moi vraiment y prendre un plaisir, tu vois? Si je me force à faire un mec que j'ai pas envie de faire, ça va être relou. Par contre, il y a certaines personnes où je vais vraiment prendre un vrai plaisir à aller les analyser et à le faire. OK. Est-ce que je peux injecter un épisode de temps en temps où c'est pur kiff, où lui j'accepte qu'il va marcher un peu moins, il est quand même dans le format? Tu vois, par exemple, le truc là sur Derek Brown, de base, c'était pas censé, marcher. C'était plus, là, on va faire une vidéo, pour se faire kiffer et elle marchera moins bien, c'est pas grave. Et en fait, j'essaie un peu de mettre ça comme de répartir le kiff dans le calendrier éditorial, tu vois? Et de pas tout Mmh. mettre au début. Par exemple, là, sur mon truc des défis, en fait, j'ai réparti les thématiques que je vais faire pour répartir, tu vois? Là, c'est le stand-up, après la magie, après dessin animé, guitare, machin. Et en fait, il y a peut-être des épisodes qui vont me faire un peu moins plaisir, mais c'est plus ceux qu'il faut faire pour l'algo. Bah, eux, je vais un peu les répartir tout du long, tu vois? Je vais pas mettre tous les épisodes plaisir au début. Par exemple, le stand-up, c'est pas celui que je voulais faire en premier de base d'un point de vue purement, plaisir, mais je me suis dit: «Bah, tu sais quoi? Je vais pas commencer par, enfin, je vais commencer par peut-être un peu plus difficile et me garder en récompense un peu plus plaisir, quitte à ce qui marche moins bien», tu vois? Voilà, je sais pas si ça te parle, mais moi, c'est un peu comme ça que je raisonne. Mmh. Quand tu fais, une vidéo dans ton format habituel, donc par exemple, analyse, d'entrepreneurs connus, Ouais. est-ce que tu crées la vidéo vraiment comme ça au feeling ou est-ce que tu as un SOP avec des process, avec des étapes claires par lesquelles tu passes pour te cadrer? Ou est-ce que c'est juste: «Allez, j'ai une idée, je fais la vidéo» et puis tu y vas au feeling comme ça? Hem, non, c'est un peu structuré quand même. Parce que l'intérêt pour moi d'avoir un format sur sa chaîne, c'est d'être de plus en plus efficient sur la production et qu'une vidéo prenne de moins en moins d'énergie, tu vois? Par exemple, Mmh. sur ce format-là, je sais que c'est toujours la même structure, tu vois? C'est toujours une intro qui pose un peu le mystère par rapport à ce gars-là et qui le pose en autorité, puis, des parties qui décortiquent le mystère. Enfin, en gros, la structure est toujours un peu identique, tu vois, de la vidéo. Du coup, tu pars pas d'une page blanche pour écrire la vidéo. Et le titre et la miniature sont aussi assez templatisés, parce que c'est toujours, un petit peu la même chose, quoi. C'est toujours comment ce mec-là a percé sur YouTube, plus ou moins, tu vois? Donc il y a plein de questions que tu te poses que la première fois, mais que tu te reposes pas, sur celle d'après. Du coup, moi, mon SOP, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu j'ai un template, en fait, de petites miniatures qui sont, à peu près toujours pareilles, genre comment machin a gagné tant d'abonnés en tant de temps ou enfin, voilà, un truc comme ça. Et j'ai un template un peu de script qui va différer à chaque fois, mais la forme, c'est toujours la même, comme je disais tout à l'heure. Et après, du coup, mon process, c'est, bah, je fais de la veille sur l'entrepreneur en question, je mate un peu ses vidéos et cetera, donc ça, c'est un peu au quotidien. Puis le jour où je déclenche et je prends un peu des notes, voilà, comme ça.
Et le jour où je déclenche l'écriture de la vidéo, bah, je sais que je me bloque tant d'heures. Faut que je trouve la problématique qui va bien, les parties, les trucs, j'écris et puis voilà, quoi. En fait, avoir un format duplicable comme toi, c'est vraiment un cheat code, j'ai l'impression. Ouais, Parce que t'as pas à repartir d'une page blanche, tu as juste limite à, entre guillemets, «remplir les trous», ouais, juste avec un nouveau sujet, mais ça reste exactement la même structure. Parce que souvent, moi, un problème que j'ai eu beaucoup par le passé, c'est à chaque fois que je faisais une vidéo, il n'y avait pas de format ouais, préexistant. C'était juste, ah, il faut que je fasse une vidéo, il faut que je refasse toute la structure. Et donc, heu, énorme friction cognitive, ce ouais, qui de ouf. faisait que souvent, je procrastinais la vidéo. Et là, de plus en plus, par exemple, quand je fais des podcasts, épisodes de podcasts, ou quand je fais des lives, j'ai mes SOP. Tu vois, par exemple, pour préparer le live, ben, j'ai une checklist. Alors, Ouais, aller regarder ce que fait l'invité, lui envoyer le lien du calendrier pour booker, machin. Après, avant d'enregistrer l'épisode, j'ai tout, même aller pisser. Tu vois, j'ai une case à cocher aller pisser pour pas que j'ai envie de pisser pendant le podcast. Mais ça a l'air con. Mais au moins, comme ça, ça me libère l'esprit, tu vois. ouais. Après, vérifier le son, mettre mon casque, etc., allumer l'éclairage. Et ça, c'est vraiment le truc qui me transforme mon business là cette année. Je sais pas Trop pourquoi bien. j'ai pas fait ça avant, mais avoir des systèmes en fait. Juste, ça peut Ouais, être même une checklist, aussi con qu'une checklist, bah, pour supprimer la charge mentale. si les pilotes d'avion, alors que c'est des machines de guerre, ils ont une checklist de appuyer sur le bouton pour démarrer, c'est qu'il y a une raison, quoi. Donc ouais, je suis d'accord avec toi, c'est le cheat code et il y a une peur aussi, je pense, pour les gens qui ont des business en ligne, c'est la peur de la routine et il y a un besoin de liberté et donc des fois, le côté checklist et tout, on peut voir ça comme: «Ah mais du coup, je suis sous contrainte», tu vois? Si je dois faire toujours le même format et tout, je suis plus libre. En fait, pour moi, non. Justement, ça te crée la liberté. Comme tu as dit, ça t'enlève l'espace, la charge mentale, en fait, de plein de petits trucs, insignifiants et ça te donne le loisir d'être totalement libre dans ce cadre-là. Dans ton cas, tu es totalement libre dans les sujets de tes lives et cetera. Dans mon cas, j'ai mon format, mais je suis totalement libre dans le choix des personnes que je vais analyser. Si je veux parler d'un sujet, bah, je peux trouver, une manière de faire rentrer ça dans le format, enfin, et en fait, c'est vraiment, générateur de liberté pour moi, ces systèmes et c'est ce que tu décris, quoi. Ouais. Moi, si je vous pouvais donner un conseil à mon moi du passé, c'est à chaque fois que je fais un contenu ou une formation ou peu importe quoi, mais qui est récurrent. Bah, en fait, quand tu le fais une fois, tu vas aussi te faire un template que tu vas compléter et affiner au fur et à mesure. Il y a pas besoin que ce soit parfait. C'est juste pour que la deuxième fois, tu puisses partir d'une liste d'étapes ou de ça peut Ouais, même être moi, j'utilise même des prompts maintenant, d'IA dans mes process. C'est juste à copier-coller le prompt. Je sais exactement à quel moment le faire et voilà, c'est vraiment très simple et ça libère une charge mentale de fou et ça permet de en fait, d'avoir un effet de levier quelque part. Parce que si tu dois tout le temps réinventer la roue de zéro, ouais, tu te tires une balle dans le pied. ouais, c'est clair. Moi, j'ai un pote qui a même un prompt tous les lundis matins. En fait, il a une petite routine pour définir ce qu'il doit faire dans sa semaine et tout et en fait, son prompt en gros, il se laisse guider, quoi, tu vois? Tous les lundis matins, il a un prompt qui lui qui fait qu'en gros, son IA lui pose les questions de: «C'est quoi ton sujet que tu dois régler cette semaine?» bla 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 et cetera. Il déroule, il y a quelques questions et à la fin, le parce que lui, il a pas mal d'équipes et tout, il a des business en physique et tout, enfin, il a pas mal de trucs et le prompt lui rédige les messages qu'il doit envoyer aux membres de son équipe pour leur lancer sur leurs objectifs de la semaine ou des trucs comme ça, quoi, tu vois? Et en fait, il a sa Ouais, petite routine, voilà, comme ça, en 30 minutes le lundi matin qui lui cale toute sa semaine, quoi. C'est assez ouf. ouais. Est-ce que toi, tu as essayé d'écrire, des scripts avec, de l'IA ou pas du tout? Ouais, j'ai essayé. Pour moi, c'est, très mauvais sur le fond. C'est-à-dire que si c'est l'IA qui te donne le fond de ton contenu, ça va être, nul. Par contre, c'est pas mal sur la forme. C'est-à-dire que si toi, tu as déjà de la donnée à lui donner, tu as déjà du jus de cerveau à lui mettre et qui doit juste t'aider à structurer le contenu, là, c'est pas mal, je trouve. Mmh. Moi, ce que j'essaye de faire, en ce moment, mais c'est vraiment encore expérimental, bon, je suis peut-être un peu trop perfectionniste sur le truc aussi, mais c'est, tu pars d'une idée que toi tu as. Tu vas d'abord prendre une note et juste te vider la tête, mais Ouais, vraiment à l'arrache. Tout ce qui te passe par la tête
Et puis après, tu vas mettre ça dans l'IA, tu vas voir ce qu'elle te dit un petit peu, tu vas lui poser des questions, faire du sparring partner créatif, tu Ouais, sais. Et elle, en plus, tu lui dis, cherche sur le web, fact-check avant de me donner les réponses. Tu peux avoir des réponses sourcées avec des exemples, ouais. des chiffres pour appuyer ton propos, des choses Mmh. que toi, tu sais pas forcément. Et Ouais, donc, tu prends tout ça, tu pioches dans l'IA avec ton jugement humain, toujours très important, c'est toi qui ouais. choisis, parce que l'IA, elle va te pisser du texte, mais toi, tu Ouais, ouais, ouais. choisis ce qui est bien pour toi. Tu l'ajoutes dans ton brouillon, et après, ce que j'essaie de faire, c'est à partir de tout ça où je me dis, tiens, là, il y a quand même bien de la matière. Je le donne dans un autre prompt où là, ça me fait une structure et Mmh. ensuite, ça me le rédige. Après, je pense pas que je lirai forcément tout ce que me met Ouais, l'IA. ouais. Peut-être que j'adapterai les phrases à ma sauce pour que ça sonne. Mais là, si tu veux, c'est pas du contenu purement généré par l'IA où tu as juste Mmh. dit, ouais, fais-moi une vidéo sur le sujet de Oui. comment réussir sur YouTube. Ça, c'est nul. Elle va te Mmh. sortir des banalités qui Ouais, n'intéressent c'est clair. personne. C'est clair. Mais en injectant ton idée, en sélectionnant ensuite en mode sparring partner créatif, et après, l'IA, elle est très forte, comme tu l'as dit, je trouve, pour faire la mise en forme. Là où Mmh. toi, bah, ça prend du temps, c'est rugueux, c'est chiant, c'est Ouais. long, Ouais. surtout si t'as pas un talent d'écriture. Ouais. Voilà, moi, je suis encore en mode expérimental là-dessus. J'ai pas encore fait de vidéo comme Ouais. ça, mais je me dis, ce serait trop bien si tu as un process duplicable avec les bons prompts Mmh. et tu pars d'une petite idée et puis tu arrives à faire plein de bonnes vidéos bien scriptées et denses surtout. Parce que souvent, le problème que j'ai avec les vidéos en mode un peu bas les couilles, semi-improvisation avec des petites bullettes, mais c'est un peu à l'arrache. C'est que tu vas souvent te répéter, ça part un peu dans tous les sens. Au Mmh. montage, c'est assez chaotique parce qu'il faut couper des passages où tu pars un peu de voilà, à droite à gauche. Il faut te cadrer et tu utilises aussi spontanément un vocabulaire qui est peut-être pas le plus spécifique. Tu aurais Mmh. pu utiliser des mots plus justes, faire des Ouais. phrases plus concises, plus punchy. Ben là, l'IA, elle peut te le faire et la forme, c'est l'IA, mais le fond, c'est toi. Ça Mmh. peut être bien. Ouais. Tu as pas testé un truc comme ça, toi? Ou alors moi, j'ai utilisé un peu l'IA dans certains scripts et tout pour m'aider sur la forme. Hem, En vrai, je l'utilise pas tant que ça, pour être franc. Je l'utilise vraiment pour le wording de certains trucs, le paragraphe, enfin vraiment, pour la rédaction, tu vois? Mais vraiment, je lui mets par contre, déjà beaucoup de data en entrée et moi, je l'utilise plus pour sourcer aussi l'information par contre, comme tu disais. Par exemple, Perplexity, tu lui demandes, «Fais-moi un rapport avec, sur telle, thématique, les chiffres clés, les trucs», il te sort plein de trucs, ça c'est vraiment, magnifique. Autre usage que j'ai aussi, c'est par exemple, je vais prendre, par exemple, NotebookLM, donc c'est Mmh. un outil de voilà, une IA de Google, je crois. Et en fait, ce que tu peux faire, c'est que tu peux, bah, sélectionner toute une chaîne YouTube d'un coup. Donc il y a une extension Chrome, en fait, qui s'appelle Grabit, qui te permet d'attraper plein de liens d'un coup. Donc tu peux, bah, en fait, sélectionner toute la chaîne YouTube de quelqu'un, la mettre dans Notebook LM et là, bim, ça te crée un notebook. En gros, tu as le résumé de la chaîne YouTube d'un gars, en un clic, quoi, et ça te le fait en ça prend 2 minutes, quoi. Hem, du coup, bah, pour moi, vu que j'ai beaucoup de trucs d'analyse et tout, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ça te Ouais. source aussi. Genre, tu peux le requêter, après tu requêtes, tu dis: «Bah, à quel moment il parle de ça?» Il dit: «Bah, dans telle vidéo», enfin, tu vois? C'est assez, stylé. Donc moi, j'utilise plus en mode data, ouais, data mining que l'écriture des vidéos, je pense. Tu as vu que maintenant, c'est assez, révélateur de la manière dont le marché, va évoluer, mais tu peux maintenant chatter avec une vidéo YouTube. Moi, par Ah ouais? exemple, hier, bah, ils OK. ont mis Gemini, le chat et donc tu peux poser des questions, «Ouais, il dit quoi le frérot là dans sa vidéo de 2 heures? Ah J'ai la ouais? flemme de me taper sa vidéo, résume-moi Énorme, ça en 10 lignes». Et ouais, tu peux. énorme. Et mais moi, même moi, je suis coupable de paresse, hein. Je me surprends parfois alors moi, j'utilise pas forcément le chat intégré. Moi, j'aime bien Claude. Tu vois? Claude, c'est mon IA OK, préférée. Je trouve qu'elle est supérieure aux autres sur bien des égards. OK, Mais hier, par exemple, il y avait une vidéo de 2h30. J'avais pas 2h30, donc j'avais 10 minutes. Donc j'ai copié tout le transcript. Tu as accès au transcript dans ouais, YouTube. Je le colle dans Claude, je lui dis: «Ouais, résume-moi là ce qu'il dit le mec en, 30 points clés» ou je sais plus combien j'ai mis. Et OK. ben, je lis et là, il y en a qui interpellent mon attention. Je dis: «OK, le point 5, le point 11, le point 17, là, ça m'intéresse. Explique plus en détail ce qu'il a dit». Tu vois? Comme ça, je me tape pas les 2h30. Bon, Mmh, après OK. ça peut être cool, c'est différent. Ça peut être cool aussi d'écouter la vidéo, bien sûr, Ouais, mais ouais. bah, tu gagnes du temps comme ça.
il y a eu une vidéo de Micode que je trouvais cool sur le sujet, où il expliquait qu'effectivement, tu as accès à l'information plus vite en faisant des choses comme ça. Mais par contre, que du coup, comme tu pas payé de coût énergétique, on va dire, pour t'entrer cette info dans le cerveau, tu pas fait d'effort, quoi. Du coup, elle s'imprime pas forcément trop. Lui, il prenait l'exemple des gens qui trichaient à l'école pour avoir ChatGPT, pour répondre aux exos et tout. Dire, bah, en fait, du coup, tu as eu la réponse plus vite, mais par contre, peut-être que, tu vois, en ayant vu la vidéo, peut-être qu'elle se serait plus mémorisée, quoi. Donc je pense qu'il y a toujours peut-être un petit coup caché à faire des trucs comme ça, mais après, j'en sais rien, hein. Je suis pas chercheur en apprentissage, quoi. Ouais. Mais c'est Mais je le sûr fais aussi, que hein. ça. Je fais pareil, hein, Ouais, donc bah, mec, on le fait tous, hein, tout le monde, on est tous accros à l'IA. Mais c'est un peu ouais, un paradoxe parce que d'un côté, on sait théoriquement que oui, il faut continuer d'utiliser notre cerveau pour résoudre les problèmes et pas tout demander à l'IA. Mais de l'autre côté, bon, on a tous envie d'aller vite. Après, je pense qu'il y a quand même une différence entre utiliser l'IA comme un assistant dans la résolution de problèmes, mais c'est toi qui vas manager l'IA, je l'utilise juste pour gagner du temps, ouais, et le niveau zéro où vraiment tu réfléchis même pas, tu débranches ton cerveau, par exemple, ouais, 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 ouais. ouais, ChatGPT, fais-moi ma lettre de motivation pour postuler à cet emploi, copie-colle la description, ouais, copier-coller, je réfléchis même pas, je relis même pas. Ça, c'est le niveau zéro où vraiment tu Ouais, réfléchis pas. de ouf. Mais par exemple, moi, quand je fais du UX design pour Tiny Pages, pour mon Ouais, SaaS, qui est la partie qui me procure le plus de plaisir, j'adore ça, tu vois, le UX design. Bah, je vais utiliser l'IA pour avoir des idées, pour qu'elle me propose différentes approches pour résoudre un problème, intégrer une fonctionnalité ou peu importe ce que je cherche à faire. Mais je vais toujours réfléchir. Tu vois, je vais dire, ah tiens, là, ce qu'elle dit, c'est un peu con. Moi, j'aime pas. mmh. Après, je vais l'utiliser, par exemple, pour générer des interfaces. Ça, c'est très utile parce Ah que, ouais, comme on dit, une image vaut 1000 mots. Si elle mmh, me décrit ce qu'il faut faire avec du texte, c'est pas très clair. Mais ouais, si je lui dis, OK, maintenant je mets ça dans Nano Banana, mmh, il me fait l'interface. Et donc, ça me permet d'aller plus vite, mais j'ai pas l'impression de non plus débrancher mon cerveau parce que je réfléchis quand même. Donc, je ouais, pense que c'est quand on parle de ouais, l'IA te liquéfie ton cortex préfrontal et tu deviens con, il faut un petit peu nuancer. Alors, je dis mmh. ça en mode broscience. En vrai, j'en sais rien du tout, mais je pense Bah, qu'il y en a qui quand même utilisent l'IA et réfléchissent quand même eux-mêmes toujours. c'est ce que dit, c'est ce qu'explique Micode dans sa vidéo, tu vois? Il prend l'analogie d'un chef cuisinier et d'un commis. Hem alors, je sais plus exactement comment il l'illustre, mais en gros, ce qu'il explique, c'est que le chef cuisinier, d'abord, il est passé par tous les postes de la cuisine. Donc il a été commis qui épluche les patates, il a été, chef de cuisine machin, puis, chef cuisinier. Donc il comprend bien les enjeux des postes en dessous et donc si il délègue le poste en dessous, mais qui garde la supervision effectivement de pourquoi on fait ci, ça à tel moment, mais qui délègue l'éplucher les patates, en fait, pour lui, ça va pas poser problème et il va être même beaucoup plus performant. Par contre, si tu prends un commis et que tu lui demandes d'être chef, et qu'il doit tout déléguer avec l'IA, ça marche pas. Enfin, tu vois, l'autre exemple qu'il prenait, c'est voilà, il avait embauché un gars qui devait lui faire un site web. Bah, en fait, le gars ne savait pas faire du dev web. Du coup, il faisait tout avec des IA et tout pour coder, mais quand c'était trop compliqué, il bloquait parce qu'il comprenait pas ce qu'il était en train de faire. Alors que le dev web expérimenté, bah, en fait, il allait 10 fois plus vite grâce à l'IA, mais quand il y avait un bug, il pouvait le débugger parce qu'il comprenait ce qu'il était en train de faire. Et ouais, enfin, en gros, c'est exactement ce que tu as dit, quoi. Je pense que c'est Bah, c'est l'expertise. Quand tu as une expertise, tu as du bon sens. ouais, Tu as le jugement pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans un contexte donné, alors que quand tu débutes et que tu fais tout avec l'IA, bah, tu sais pas, quoi. C'est ça le tu problème. peux pas C'est pour juger, ça en que fait, ouais, tu peux pas juger ce qu'il te dit, genre, par exemple, toi, tu as fait, 36 000 vidéos, donc s'il te fait un script de vidéo, tu vas voir quelles parties sont bien, quelles parties sont nulles. Alors que si tu n'as pas cette, recul-là, bah, du coup, tu peux pas juger l'output et tu niqué. ouais, par exemple, un truc qui me rend fou, c'est les titres. Moi, je sais ce que fait un bon titre, parce que j'en ai fait plein et puis j'ai testé tellement de hooks avec les shorts. Mais franchement, j'ai testé plein d'IA avec plein de prompts différents, même avec du contexte, des exemples. Je trouve que l'IA est incapable de te faire Waouh! un bon Ouais. titre, par exemple. Mmh. T'as Ouais, je suis essayé, d'accord. toi? J'ai jamais réussi à faire, des titres, convaincants, avec l'IA. Ah bah, je suis Pareil. content de savoir que je suis pas le seul parce que Ouais.
Non, mais du coup, si toi, tu te lances sur YouTube, tu aucune idée de comment faire un bon titre, eh bien, tu vas demander à l'IA, elle va te sortir un truc nul. Et toi, tu vas te Ouais, dire: «C'est bien parce que c'est l'IA qui me l'a dit». non, Alors qu'en ouais, fait, il vaut mieux apprendre toi-même à faire le bon ouais, titre. ouais, Parce ou que l'IA, regarde, elle ouais, ouais, c'est ça, regarde ce qui marche sur les chaînes de concurrents, fais-toi une idée comme ça peut-être, mais, mais compte pas trop sur l'IA, c'est pas providentiel, hein. L'IA, c'est un ouais, c'est pour l'exécution, c'est bien, mais c'est pas un consultant stratégique, quoi. exact. C'est un stagiaire. Ça, c'est marrant, ouais, c'est ça, c'est le stagiaire, et c'est pour ça qu'il faut bien le briefer, lui donner les bonnes instructions, le bon contexte Ouais. pour, qu'il fasse une bonne réponse. À chaque fois que je fais un podcast, on part toujours sur l'IA à un moment Ah! donné. C'est vraiment le sujet qui intéresse tout le monde, en ce moment, je crois. Et c'est cool. Bah, j'ai pour projet de faire un défi, sur ma chaîne défi peut-être, genre, j'ai 30 jours pour automatiser ma vie avec l'IA, tu vois? Pour poncer le truc et automatiser le plus de de trucs possible. Ah ouais? Qu'est-ce que tu veux, automatiser spécifiquement? Alors, bah, moi, ce que je pensais faire, c'était vraiment prendre, en gros, d'abord une semaine, mesurer tout ce que je fais dans ma vie et ensuite voir, bah, qu'est-ce que je enfin, en gros, à quel point tu peux automatiser des trucs. Je dis n'importe quoi, est-ce qu'on peut faire un agent IA qui, en mode assistant personnel, qui book tes rendez-vous, qui commande tes courses, j'en sais rien, tu vois? Après, j'y connais pas assez, enfin, je sais pas si ce sera réalisable, mais c'est l'idée. Il faudra que tu regardes, Claude Code. Ça, tout le monde, parle de ça en ce moment. Il peut, agir de manière autonome sur ton ordinateur et tout automatiser. Tu peux faire des trucs de fou avec ça. Si tu ponces Ah, le truc, je pense que tu de quoi t'amuser. et bah, écoute, trop bien. Faudra que je regarde ça. OK. Baptiste, avant de nous laisser, j'ai le rituel de fin d'épisode, c'est la mitraillette de questions. Je OK, t'explique. Tu as 60 secondes pour répondre à chaque question. Tu as le droit de réfléchir un peu avant. Si jamais ça ne vient pas tout de suite, je ferai un cut. OK, Et voilà, et une petite dizaine de questions. Est-ce que tu es prêt? OK, ça marche. Vas-y, je suis prêt. Quel est le dernier livre qui t'a marqué? Le dernier livre qui m'a marqué, c'est, «L'identité gagnante» de Pierre David. C'est, donc lui, il a une académie de préparation mentale, ils aident de base des sportifs de haut niveau à pour préparer les JO, des trucs comme ça ou, des entrepreneurs. Et ça m'a marqué parce qu'il propose vraiment une approche sur, en fait, il te met en lumière qu'il y a plein de traits de caractère que tu juges dans la vie, tu vois? Et que tu t'interdis d'exprimer. On parlait un peu plus tôt de gens qui ont des soucis, par exemple, avec le rapport à l'argent, qui vont diaboliser l'argent et cetera. Et lui, il a une méthode, qui est inspirée du docteur John Demartini et qu'il a appelé, lui, la dépolarisation, où il te permet, en fait, de faire changer ta perspective sur un sujet très rapidement et d'arrêter peut-être de juger quelque chose, une part de toi que tu jugeais et de t'autoriser à l'exprimer. Et je trouve son approche hyper pertinente, pour tous les gens qui ont, une entreprise ou même pour tous les gens, tout court, quoi. Voilà. OK. Quelle est ta citation préférée? Alors, je sais pas si j'ai une citation préférée, mais il y a une phrase qui m'a aidé récemment. Heu, Moi, tu vois, j'ai un peu le fear of missing out. J'aime, enfin, objet brillant et tout, c'est des trucs qui me parlent. Et la phrase qui m'a parlé, c'est de remplacer, en fait, choisir c'est renoncer par choisir c'est décider. Et en vrai, c'est con, tu vois? Ça paraît, rien, mais moi, j'aime bien cette idée que, tu sais, dans renoncer, il y a ce côté privation et tout, alors que dans choisir c'est décider, il y a plutôt ce côté, bah, je veux, en fait, vraiment me mettre à donner de l'intérêt dans ce projet-là. Je vais le faire très sérieusement. Ça veut pas dire que ce sera toute ma vie et je pourrais très bien prendre la décision d'en faire un autre après, mais là, je décide, et c'est moi qui ai enfin, voilà, qui prend le pouvoir sur le truc. OK. Quelle est la chaîne YouTube ou le podcast qui t'apporte le plus de valeur en ce moment? Tiens, bonne question. Qu'est-ce que je ponce en ce moment? Je ponce pas mal la chaîne d'un marketeur américain qui s'appelle Dan Henry. C'est assez niche. Il fait 1000 vues, 2000 vues, 5000 vues et c'est un mec qui a fait sa fortune dans le webinaire. Donc, vraiment, lui, c'est quelqu'un qui aide les autres à vendre, voilà, en webinaire et qui est très, très bon, pour, créer des messages, tu vois? C'est-à-dire prendre un expert et mettre les bons mots dessus pour donner envie d'acheter. Et il le fait en live, où il va soit analyser des webinaires qui cartonnent, il a fait, suite Tony Robbins par exemple, des trucs comme ça, soit, juste il va prendre un expert et il craft son message en live avec lui et c'est toujours, hyper, ouais, hyper solide.
Est-ce qu'il y a une app mobile ou un logiciel que tu kiffes particulièrement? Je suis pas trop un mec de l'outil, mais ouais, je pense Notion. Bon, comme beaucoup de monde, mais je pense Notion, j'aime bien cette idée d'avoir un cerveau quelque part pour stocker l'information et que, genre notre cerveau, il est trop bien pour avoir des idées, mais pas pour les retenir, quoi. Donc, avoir un bon système de pensée, externalisé, enfin de stockage, quoi. OK, ouais. Moi, j'aime bien, Obsidian. Je sais pas si tu as OK. testé, c'est Bon, pas mal je l'ai aussi. pas testé, mais je vois, j'ai vu passer. Ah, le fonctionnement est différent de Notion, c'est pas le même paradigme, de prise de notes, mais les 2 sont pas mal, ouais. Quelle a été ta meilleure décision sur les 12 derniers mois? Ma meilleure décision sur les 12 derniers mois, ça a été de, bah, m'autoriser à lancer, mon projet, secondaire, donc ma chaîne YouTube secondaire, sur laquelle je vais faire mes défis dont je parlais au début et sur laquelle j'ai mon podcast pour l'instant. Chose qui n'a pas d'intérêt business à court terme, mais qui, a beaucoup d'intérêt, personnel et enfin, je sens que du coup, je vais pouvoir le faire avec beaucoup d'énergie versus me «forcer» entre guillemets à maximiser, l'entreprise à côté qui est pas forcément l'objectif. OK. Quel trait de caractère le commun des mortels trouve bizarre chez toi? Le déni de réalité, je pense. En gros, moi, tu vois, j'ai l'impression qu'on peut tout faire, que ça va le faire, tranquillou. Par exemple, là, je prends l'exemple du stand-up parce que, c'est celui du moment où je me dis juste, bah, tu vois, je vois les gens que ça impressionne et je me dis: «Bah, en vrai, je vais juste aller dans une salle, faire des blagues». En vrai, c'est beaucoup plus dur que ça, hein, mais au moment où je me lance le défi, je me dis, «Bon, bah, ça va aller», tu vois? Ou genre on fait une préparation, Ironman avec des potes aussi et donc c'est un triathlon, un peu fat, tu vois? Où tu fais genre, tu fais 4 kilomètres de nage, 180 kilomètres de vélo et un marathon à la suite et moi, j'ai vraiment la croyance que ça va le faire tranquille, tu vois? Jusqu'au moment où enfin, plus on se rapproche de l'échéance, plus, je me chie dessus et la réalité me rattrape. Mais au final, du coup, bah, ça le fait parce qu'au final, après, on s'entraîne et c'est bon. Mais voilà, je pense que j'ai des dénis de réalité, qui peuvent parfois paraître bizarres. Ah bah, c'est très constructif ça comme croyance, tu peux faire plein de choses avec ça. Moi, ça m'aide bien. Moi franchement, Ouais, ça m'aide beaucoup, le stand le j'ai jamais pris, je l'ai jamais payé, tu vois? Dans le sens, trop, enfin, en fait, je me mets au pied du mur, du coup, au final, je fais le travail, qu'il faut faire et puis c'est bon, quoi. Mais, mmh et c'est ça ouais. souvent quand tu te mets dans un contexte où tu as pas le choix, tu le fais. Oui, Moi par exemple, je ça ce qui me faisait trop peur avant, c'est de faire des lives. OK, J'ai un peu de l'anxiété sociale, tu vois? Ça m'a ouais, un schéma que d'accord. j'ai un peu toujours eu. Maintenant je le gère mieux, mais quand même faire des lives, ça me foutait les chocottes et j'ai pris un coach préparateur mental qui m'a poussé à me bouger le cul, tu vois? Et donc là, contexte où je suis obligé de faire un défi, un live par jour et donc OK, là, je l'ai fait et en trop fait bien. après, tu te rends compte Ah oui, après oui. que tu te rends compte après qu'en fait ça va, tu te fais des films dans ta tête, Ouais mais une fois que tu l'as fait, tu te rends compte qu'en fait, ça se passe bien, bien et mieux puis que ce que toi tu imaginais. toute façon, je trouve, c'est trop tard pour réfléchir après. Genre, bah, tu y es donc, bah, là, maintenant, on va faire le truc, quoi. Heu, la semaine dernière, du coup, j'ai fait mon 5 minutes de stand-up devant Franjo, donc, humoriste aguerri, quoi. Donc, du coup, vu qu'on avait calé la date, bah, ça m'a forcé à écrire mon truc avant d'aller le voir, enfin et de le répéter parce que si j'avais pas eu cette échéance, j'aurais peut-être procrastiné, enfin voilà, mais là, j'étais obligé parce que tu vas jouer devant un mec, comme ça, tu vois? Tu as envie de pas faire de la merde et du coup, bah, une fois arrivé devant le gars, bah, je me suis dit enfin, en gros, avant, je me suis dit: «Bah, c'est pas là, faut que je me bouge et de toute façon, j'ai pas le temps de stresser là, faut écrire» et après, une fois arrivé devant le gars, je me suis dit: «Bah, là, c'est plus le moment de stresser, c'est maintenant, il faut juste faire la performance» et ouais, j'aime bien ce côté un peu débrancher le cerveau des fois, tu vois? Qui peut nous paralyser. OK. De quel schéma d'auto-sabotage tu n'arrives pas à te libérer complètement? Alors moi, c'est pas le perfectionnisme pour le coup, ça, c'est pas un problème. Moi, je pense que c'est la fuite, plus, en mode, j'ai plus envie, enfin l'ennui quoi, tu vois? Genre: «Ah ça m'amuse plus de faire ça, bah j'arrête du coup». Mmh. Donc et C'est un la peu le FOMO que tu disais tout à l'heure? ouais, la fuite de l'ennui, je pense. La peur de l'ennui. Ouais, c'est Peur ça. de l'ennui, ouais, OK. Ça se manifeste comment ça concrètement? J'ai entendu le terme, mais
Je vois Bah, pas trop, concrètement. concrètement, c'est, genre, OK, je vais lancer, telle chaîne YouTube, tel truc. Ouais, mais est-ce que je vais vraiment tenir? Est-ce que dans 6 mois, j'aurai encore envie de faire ça? Ah, mais peut-être que ça m'aura lassé. Bon, bah, je vais pas la lancer, tu vois? Ou alors, c'est juste: «Ah, là, je ressens un peu d'ennui», comme on en parlait tout à l'heure, ou un petit peu moins d'entrain à faire ce projet. Ah, mais de toute façon, faut que je m'écoute, je vais pas me forcer et tout, non, mais si j'ai pas envie, c'est pas en fait, c'est un refus d'obstacle un peu, tu vois? C'est genre, 1 obstacle, j'ai envie d'arrêter, mais je me raconte l'histoire que j'abandonne pas, c'est que j'ai plus envie, tu vois? C'est OK, pas genre, je suis pas assez fort pour continuer, c'est non, mais c'est que j'ai pas envie de me forcer, moi, c'est ça, je pense, la stratégie de fuite. OK. Quelle est l'habitude la plus importante dans ton quotidien? Le sport, je pense. Tous les jours quasiment, enfin, ça me met vraiment bien, enfin, tu vois? Ça me purge un peu l'esprit, puis ça me permet d'être toujours, bien équilibré au niveau de la dopamine, enfin, je sais pas, je sens que Ouais. j'aime bien, quoi. Tu fais quoi comme sport? Du coup, je fais beaucoup de triathlon en ce moment, donc vélo, nage, course. OK. Ah oui, c'est complet ça. Ouais, Tu ouais, fais ouais. ça, tu dans un club ou comment ça marche? Il Non, faut j'ai un de coach, l'infrastructure? alors je fais tout solo, enfin j'ai un coach qui me fait mon programme chaque semaine et tout, mais il est pas avec moi, pendant les séances, tu vois? Il me drive à distance, on va dire, voilà. Vélo, bah, moi j'habite, il y a des montagnes autour et tout, donc je pars faire des tours, en montagne ou autre. Course à pied, dehors tranquille. Piscine, bah, je vais à la piscine, mais je suis pas dans un club, OK, spécifiquement. OK. Dernière question, qu'est-ce qui te rend le plus heureux dans la vie? Moi, c'est les aventures. C'est, aller vivre des trucs avec des gens, qui comptent pour moi. C'est, voilà, partir sur un délire avec des potes, et vivre un truc, quoi. Partir à l'aventure, l'Ironman, c'est une aventure pour moi. C'est pas une performance sportive, tu vois? C'est plus, on est trois gars, on n'y connaît rien et on va partir, on va voir si on arrive à aller faire ça, et tu vois? C'est ça. Iron Man, pour moi, c'est un super héros, donc je sais que c'est aussi un truc sportif et c'est L'Ironman, quoi c'est le concrètement? nom, l'Ironman, c'est le nom de la course. C'est le triathlon, XL, quoi. C'est, donc triathlon, c'est, nage, vélo, course, et tu as plusieurs tailles. Tu en as des plus ou moins grands, et l'Ironman, c'est le plus grand en gros, donc c'est, la course, tu vois, elle te met, tu prends 12 heures à la faire, et c'est une méga Ah ouais, course. c'est le boss final, C'est du le triathlon, hein. boss final du triathlon, ouais, c'est ça. OK. Bon Baptiste, où est-ce qu'on renvoie les gens qui voudraient en savoir plus sur la fameuse vidéo de comment il s'appelle? Derek, Derek Brown? Brown, bah, allez voir cette vidéo-là et ce sera très bien. Vous pouvez taper OK, «détruire sa réputation comme Alexis Chenz» et vous allez tomber sur, ma chaîne, c'est Baptiste Souki, ma chaîne, et voilà. Si vous voulez aller voir, bah, commencez par ça, et au pire, vous aurez bien rigolé. voilà. Bon, bah, il y aura le lien, en dessous de toute façon. Bon, Trop bah, bien. merci beaucoup Baptiste, pour cette conversation, c'était top et à la prochaine. Bah, merci à toi Emilio pour l'invite, c'était un plaisir, et à très vite. Alors juste un petit rappel avant de te laisser. J'ai rassemblé toutes les ressources, donc des livres, des outils, des citations, des hacks qui ont été partagés par les invités du podcast dans une fiche pépite que je mettrai à jour à chaque nouvel épisode. Donc si l'épisode d'aujourd'hui t'a plu et que tu ne veux pas rater une miette des prochains qui arrivent, clique sur le lien dans la description pour recevoir maintenant la fiche pépite et y découvrir pléthore d'informations croustillantes et utiles, que ce soit pour ton business ou ta vie de tous les jours.